Cette hebdo-édition du dimanche 2 novembre 2025. Bien le bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver sur Spectrum Télévision. Paul Biya, réélu pour un 8e mandat. Il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier avec plus de 53% des suffrages exprimés selon le Conseil constitutionnel. Pourtant, les réactions à l'international interrogent. En dehors de la Russie, les grandes puissances étrangères semblent traîner le pas dans les félicitations. Quant à l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies, ces institutions, la France, le Canada également, disent avoir pris note de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Malaise. Et au Cameroun, la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle donnant vainqueur Paul Biya a provoqué de vives tensions dans plusieurs villes et régions du pays. La contestation est menée par Issa Tirouma Bakary et ses partisans qui revendiquent depuis lors la victoire. Selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, le candidat sortant Paul Biya est premier avec 53,66% des suffrages exprimés. Premier dans le centre, l'est, l'extrême nord, le nord-ouest, le sud et le sud-ouest. Issa Tirouma Bakary est classé deuxième avec 35,19% des suffrages exprimés. Premier dans l'Adamawa, le littoral, le nord, l'ouest et la diaspora. Entendez les zones Afrique, Europe, Amérique et les Émirats arabes. Alors qu'Issa Tirouma Bakary annonce la 3e étape de son plan de contestation, des observateurs redoutent une escalade. Comprendre cette crise post-électorale, ses causes profondes, même si je précise qu'à Douala, les activités reprennent timidement avec une accalmie relative. On parle de ces sujets avec vous, Bertrand Tassinda. Vous êtes militant du nouveau mouvement populaire, le NMP. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Gazeux, je suis très content de faire cette émission avec vous et mes companélistes qui vont m'accompagner. Bonjour aux très nombreux Camerounais qui suivent cette émission. Toutes mes condoléances d'abord vont à l'endroit de nos malheureux compatriotes qui ont perdu la vie lors de cette contestation électorale. Et nous ne pouvons que nous incliner. Et comme vous l'avez dit, les activités économiques reprennent peu à peu et nous souhaitons véritablement qu'elles reprennent et que le candidat déclaré élu puisse prêter serment et s'attaquer aux véritables problèmes de notre pays. Notre pays est très 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 malade, Madame Gazeux. Il faudra prier, invoquer le plus puissant, le tout-puissant, Allah, pour qu'il puisse aider celui qui prêtera serment de pouvoir gérer les problèmes avec sagesse, avec droité. Il ne suffira pas seulement une application stricte et ferme de la loi. Il faudra un peu de tout, c'est-à-dire il faudra de la tolérance, l'amour pour le Cameroun, de la sagesse, de doigté, de la négociation, de sauver l'unité nationale chère au Nyobe et au président Amadou Ahidjo. Donc, nous prions véritablement que Dieu l'inspire, que Dieu véritablement l'aide à régler les problèmes de notre pays. Merci en tout cas Bertrand Tassinda d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Maître Georges Teguem. Il est avocat. Il est également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Lila. C'est la RDPC qui vous remercie d'avoir convié à ce plateau. Bonjour au panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à l'équipe technique qui accompagne l'émission. Merci de m'accueillir. Permettez-moi en un mot de présenter les condoléances du RDPC aux familles durement éprouvées par les événements récents. Le RDPC regrette ces événements et souhaite que les uns et les autres reviennent à la raison, au meilleur sentiment, et que le caractère républicain des uns et des autres l'emporte sur la passion. D'ailleurs, le chef de l'État en a parlé également dans son dernier message. Il parle des compatriotes qui ont inutilement perdu leur vie. Je crois que ce sont les termes, ce sont les mots qu'il a utilisés. Effectivement. C'est le vocabulaire qui est le sien. Et qu'au RDPC, nous accompagnons bien évidemment. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Et également nous adressons également nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu des membres au cours des violences de ces derniers jours. Face à vous, Maître Georges Teguem, nous recevons Maître Moustapha Ngwana. Il est lui aussi avocat. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leïla, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, adresser mes vives condoléances à toutes les familles éprouvées. Et contrairement à M. Teguem, je demanderais plutôt que le gouvernement et les institutions de la République reviennent à la raison. Parce que ces morts, si elles sont des morts inutiles, sont des morts qui sont causées par la tricherie, par le refus de la vérité, par la décision des institutions
de travestir la volonté du peuple. Donc, il ne faut pas chercher les responsabilités très loin. Donc, ces personnes-là ont pour la plupart fait un choix qui aujourd'hui est en train d'être travesti par les institutions qui sont à la solde du RDPC. D'ailleurs, les transes jubilatoires du président du Conseil constitutionnel qui ont fait le tour des réseaux sociaux expliquent et indiquent clairement que nous avions affaire à une institution engagée. C'est honteux pour notre pays. Et il faut qu'on se le dise. Toutes ces morts sont la cause des défaillances républicaines, des défaillances de la République des institutions de la République à pouvoir tenir le rang qui est le leur. Et il faut donc, quand on dit de revenir à la raison, je pense que c'est un message que M. Tegem devrait renvoyer absolument au parti politique auquel il appartient, parce que cette fois-ci, ils ont fait on ne peut plus fort et c'est inacceptable. Merci en tout cas, maître, d'être avec nous ce dimanche. Le 4e panéliste reste attendu. Il s'agit de Parfait Ndom de l'UPC, l'Union pour le changement 2025. Alors, le président Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat avec plus de 53% des suffrages exprimés selon le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, les grandes puissances, sauf la Russie, les grandes chancelleries occidentales restent discrètes. Bertrand Tassinda, comment est-ce que vous analysez cette attitude de la communauté internationale autour de la réélection du président Paul Biya? Est-ce de la prudence? Ils sont toujours comportés comme ça. C'est-à-dire que la communauté internationale a cette hypocrisie qui consiste à préserver ses intérêts. Et ce sont les mêmes mots. Elle n'a jamais contesté une élection. Elle prend acte, ça veut dire qu'elle accepte le verdict de la Cour constitutionnelle. À partir du moment que vous acceptez le verdict de la Cour constitutionnelle, le président Biya prêtera serment, il prendra le pouvoir et de façon naturelle, on devine que son pays est un état de droit, la justice mènera des enquêtes. Cette communauté internationale a souvent mis le feu ailleurs. Vous savez, en 2010, en Côte d'Ivoire, elle a réussi l'exploit de faire dire à un conseil constitutionnel 2 décisions diamétralement opposées d'une même élection. Cette communauté internationale, nous, panafricanistes camerounais, on criait, on disait mais ça ne s'est jamais vu. Eh bien, elle va rejeter la décision d'une cour constitutionnelle d'un pays pour après reprendre cette cour constitutionnelle qui donnera une décision diamétralement opposée. Troisième des choses, qu'est-ce qu'elle a fait, la communauté internationale? Est-ce qu'Avenu elle joue franc jeu? Est-ce qu'elle est sérieuse? Il n'y a que les intérêts qui priment. À partir du moment où elle a ses intérêts, est-ce qu'elle est alertée? Quand on va voir les causes profondes qui ont conduit à ça, on va se rendre compte que nous sommes tous coupables. La communauté internationale, y compris la communauté internationale, elle finance notre économie. En 2024, c'est 1500 milliards le déficit budgétaire de l'économie du Cameroun. 1500 milliards. Vous le financez à partir de l'emprunt auprès des institutions financières de la communauté internationale. Mais si rien ne va, si le pays c'est pas normal, s'il n'y a pas d'état de droit, mais pourquoi vous financez ce déficit budgétaire à cette hauteur? Voilà les questions de fond. Et puis elle s'exprime par un communiqué. Pourquoi elle ne vient pas sur votre plateau? Pourquoi elle n'affronte pas les partis politiques? Nous rejetons la communauté internationale. Nous disons que le pays se porte, ça ne va pas. J'ai invoqué même Dieu. D'autres vont rigoler dans des maisons que Monsieur Tatinda, vous êtes devenu un pasteur. Oui, s'il faut devenir un pasteur pour la paix dans notre pays, ce problème doit se régler ici. Maître Ngwana a commencé à expliquer que c'est l'immoralité de vous, le gouvernement. On va regarder notre gouvernement en face. Encore faudra-t-il que le président soit inspiré pour nous doter d'un bon gouvernement, parlons comme ça. Parce qu'il y a des têtes que personne ne veut plus voir, même dans le camp présidentiel. Et donc, je ne sais pas sur les plateaux de télévision, il y a des têtes qu'on ne veut plus voir. Le président les reconduit, il va exacerber la crise. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, je ne mets pas le feu. Mais cette communauté internationale est très amie avec ses gouvernements. Ils sont très contents. Vous savez qu'il y a un membre de gouvernement qui est en ce moment en déplacement auprès de l'UNESCO, quelque part là-bas vers l'Indonésie. Il y a d'une rencontre de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la communauté internationale. Hein. Vous voyez, donc, elles peuvent sortir ce genre de communiqué pour flatter les uns et les autres, pour donner l'impression qu'elles défendent la morale, puisqu'ils ont ça. Le
principes, la morale, les droits de l'homme, mais en même temps, il peut fermer les yeux. En Tanzanie, c'est 700 morts. Hein. Au Cameroun, il y a le chiffre fuse. On parle de 65 morts. Je précise quand même que ce sont les chiffres, pas du gouvernement tanzanien. Non, je dis en Tanzanie. Oui, pas du gouvernement tanzanien. Mais qui donne les chiffres? Mais vous-même, vous pouvez sortir, vous faites le tour de Douala, vous dites aux familles, est-ce que chez vous, il y a un mort? Vous comptez? Mais il y a plusieurs sources. Justement, on attend les chiffres officiels. Pourquoi le gouvernement ne donne pas les chiffres? Pourquoi le gouvernement tanzanien ne donne pas de chiffres? Parce qu'il y a beaucoup de morts. Parlons donc comme ça, il y a beaucoup de morts. Qu'est-ce que la communauté internationale fait en Tanzanie? La présidente, elle va prêter serment. Hein. Le même communiqué que celui du Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, nous sommes dans, je ne sais pas, on parle d'une dizaine, d'autres parlent de 65. Ceux qui ont les chiffres vont donner les chiffres. On n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres officiels. En Tanzanie, il y a ce type de chiffres. C'est le même communiqué. En RDC, depuis pratiquement 20 ans de crise, on parle de 25 millions de morts. Là-bas, même c'est 1 million de morts. Le même communiqué. Donc, la communauté internationale, nous disons, laissez-nous un peu tranquilles. Venez pas mettre le feu, vraiment, c'est vos amis, vous financez leur déficit budgétaire, vous financez leur plan d'ajustement structurel, et tout. Donc, nous, ce qui se passe, c'est que il faudrait que le président qui va prêter serment très certainement la semaine prochaine, que nous regardions le président en face, on le met dans des conditions forcément de régler les problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai comme l'impression, excusez-moi, tout le long de cette émission, je veux invoquer Dieu, que Dieu nous parle. En Côte d'Ivoire, je chute par là. Élection présidentielle en 2000. Il y a une dizaine de morts. En 2010, 3000 chiffres officiels. En 2000, quand le président Gbagbo va aux élections présidentielles avec le général Gueye, il a éliminé le général Gueye, il a éliminé les principaux candidats. Il est convaincu que le président Gbagbo l'accompagne. Dizaines de morts. Par la rue, le président Gbagbo prend le pouvoir. Il ne règle pas les problèmes. C'est un panafricaniste comme le président Gbagbo. 2010. 3000 morts, guerre civile. Donc, Dieu peut être en train de nous parler et dire que vous ne voulez pas régler vos problèmes? En 2032, s'il y a élection présidentielle et peut-être qu'il n'y a plus le président de la République comme candidat, il n'y aura plus d'autorité. On peut se retrouver dans une situation où vous ne pouvez même plus faire cette émission et dire, Monsieur Tatsinda, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes dans l'obligation de régler les problèmes. Très bien. Je précise que selon les chiffres du gouverneur de la région du Littoral, dimanche dernier, on a eu 4 morts dans la région. Jusqu'ici, il y a eu certainement d'autres morts. Les images l'ont montré. Donc, mais le gouvernement, on va dire officiel, régional. Voilà. Mais le gouvernement n'a pas encore communiqué sur le nombre de personnes. Ça n'a pas de prix, voilà, ayant perdu. 4 morts, c'est terrible. Pour une élection que tout le monde voulait transparente et que les CAM nous avaient juré la main sur le cœur que je vous ferai une élection relativement transparente. On s'en retrouve avec 4 morts. C'est un échec quelque part. Maître Tegem, la formule utilisée par l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, la France et même le Canada, ils disent avoir pris note de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025. La suite des courriers appelle le Cameroun au respect des droits de l'homme, tout en exprimant certaines préoccupations face, je cite, à la répression violente des manifestations. Pas de félicitations à proprement parler, pas de félicitations de façon explicite. Que faut-il lire à travers le choix de cette formule? Madame Gansu, généralement, au EDPC, nous faisons un effort de travailler pour mobiliser les Camerounais et pour faire en sorte que les Camerounais puissent donner leur avis de manière, si vous voulez, libre. Généralement, à EDPC, nous travaillons en nous adressant aux destinataires du message, c'est-à-dire le peuple camerounais qui est souverain et qui vote. Et au RDPC, nous faisons un effort, contrairement à M. Ngona, de dire aux citoyens que chacun a le droit de donner son avis, mais il y a des institutions qui sont là pour nous départager. Et pour notre part, nous pensons que dès que les institutions se sont exprimées, les uns et les autres doivent apprendre à respecter le verdict des institutions. Parce que, Mme Ganzu, celui qui aujourd'hui, l'ancien ministre de l'Emploi, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui aujourd'hui dit que le Conseil constitutionnel n'est rien. Souvenez-vous, en 2018, il disait que c'est le Conseil constitutionnel. Demain, Tegem vous dira que ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Et si aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça prendra feu ailleurs. Parce qu'on se comporte comme si certains sont tout à fait d'accord. La preuve, c'est que je reprends mon exemple. Celui qui, en 2018, disait que c'est le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, vous dit que ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'on sera dans une situation où, quand ça n'arrange pas quelqu'un,
Il dit qu'il n'est pas d'accord avec l'institution. Or, ce que nous devons faire, vous les journalistes, M. Tatinda, comme d'ailleurs mon confrère Ngwana, qui est avocat, et qui tous les jours va en justice, les décisions se rendent, il les respecte. Et qui vient ici, là, en tant qu'avocat, et tient des propos comme ceux que je viens d'entendre, je trouve que c'est suffisamment grave. Lui, il a le droit de s'exprimer parce qu'on est en démocratie. Mais pour un avocat qui va en justice tous les jours, on a des décisions tous les jours, et il dit à ses clients, on a rendu une décision, venir dire que c'est le peuple qui rend la décision dans la rue, alors qu'il est avocat, et lorsque son client vient le voir, il va vers l'institution, venir ici mépriser l'institution et dire que non, l'institution n'a pas respecté. Je trouve que, en tout cas de mon point de vue, je ne le ferai pas. Maintenant, il est libre de son opinion. Donc, au sujet de la communauté internationale dont vous parlez, à partir du moment où les Camerounais sont exprimés et que le Conseil constitutionnel a donné l'avis, même si quelqu'un n'est pas d'accord, on avance. On avance parce que demain, moi qui dis qu'on avance, je serai en capacité de dire non. Alors, si ce n'est pas Tegem qui dira non, sachez qu'il y a des gens qui veulent dire non. Et qui citent ces thèses, c'est parce que ça les arrange, comme le ministre de la Communication, c'est porte-parole du gouvernement, qui en 2018, ça l'arrangeait. Rassurons-nous, nous tous les Camerounais, que nous devons faire confiance à nos institutions et avancer. Revenons donc à la question que donc, sur la communauté internationale, évidemment, c'est leur droit de donner un avis. Mais nous, à l'ADPC, nous ne sommes pas là pour travailler. Ce serait attendu à ce que, comme la Russie par exemple, que la France, premier partenaire historique du Cameroun, ou même encore le Canada, ou même l'ONU, l'Union européenne, félicite formellement, concrètement, de façon explicite, le président Paul Biya pour cette énième victoire. Vous avez dit félicite le président Paul Biya, moi je suis à l'ADPC. Nous le soutenons. Donc, s'il adresse un courrier au président Biya, ce sera à lui qu'on aura adressé le courrier. Nous, à l'ADPC, on le soutiendra toujours parce que c'est nous qui avons porté sa candidature. Et s'il pense qu'il doit lui adresser un courrier personnel, ben, écoutez, ce sera la relation entre un chef d'État et un pays étranger ou un élu. En fait, la question que je posais, c'est le choix de la formule. Nous avons pris note de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. La question que je posais, c'est qu'est-ce qu'il faut lire à travers ce choix, le choix de cette formule-là? Le RDPC n'interprète pas les avis des uns et des autres. Le RDPC n'a pas l'habitude d'interpréter, non. Le RDPC peut dire qu'il n'est pas d'accord, comme je n'ai pas été d'accord avec M. Ngwana sur sa position. Maintenant, lorsqu'un diplomate s'exprime, on est dans le cadre international. Nous pensons que la diplomatie est conduite au Cameroun par une personne, c'est le président de la République. Et dès que ça concerne l'expression diplomatique, nous préférons que lui, il se prononce, s'il souhaite le faire. Maintenant, s'il y a un partenaire qui nous accompagne, il y aura des PC. Nous veillons à ce que le gouvernement travaille dans l'intérêt du Cameroun. Comme le gouvernement a travaillé pour que le Cameroun ait 5 cannes, les 5 cannes donnent un rayonnement international au Cameroun, c'est une fierté pour nous. Comme au Cameroun, le gouvernement travaille pour qu'il y ait aujourd'hui des responsables camerounais au niveau de la FIFA, c'est une fierté pour nous. Comme le gouvernement travaille pour qu'il y ait quelques jours, là, il y a quelques jours, il y a un Camerounais qui a été admis à Exim Bank. C'est une fierté pour nous. Comme le ministre des Finances a annoncé que nous sommes sur la voie de signer peut-être un contrat, si le président de la République le permet, avec le FMI, la Banque mondiale. Ce sont des partenaires qui accompagnent le Cameroun. Comme l'AFD a permis de refaire la voirie de Marois, ou de Garoua, ou de Bafoussa. Donc, voilà ce que nous regardons. Maintenant, les problèmes personnels, les lettres qui sont adressées de manière individuelle au président de la République, pour nous, nous n'avons pas d'avis à donner dessus. Nous préférons observer et dire, bon, à partir du moment où le Cameroun est servi, à partir du moment où on a signé un accord avec la Chine, on a fait une partie de notre route. À partir du moment où on a signé un accord avec un pays, on a fait ceci. À partir du moment où l'Union européenne nous accompagne, dans le cadre d'un certain nombre de programmes, PAGEU, PIACI, PULSI, plan d'urgence de lutte contre les inondations, plan d'urgence de lutte contre la crise alimentaire, PULCA. Il y a même ce qu'on appelle le prêt d'honneur. Ce sont des partenaires qui nous accompagnent, nous travaillons avec eux. Et à partir du moment où ces partenaires permettent au Cameroun d'avancer, si ça permet d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, c'est ce que le RDPC souhaite. Et nous soutenons le président de la République. Donc s'ils veulent, ils prennent note des élections, des résultats de l'élection, s'ils veulent, ils félicitent, mais à partir du moment où ils accompagnent, donc, très bien. C'est ce que nous souhaitons qu'ils Maître accompagnent. Moustapha Ngwana, voilà. Ces chancelleries ne félicitent pas Paul Biya, on l'a dit, mais ne mentionnent pas non plus Issa Tiroma Bakary. Pensez-vous qu'elles attendent de voir de quel côté, on va dire, le vent soufflera? Monsieur Tassinda a parlé d'hypocrisie de la communauté internationale. Mais, Madame Leila, je voudrais d'abord rappeler à Tegem que je n'attends pas de lui qui me rappelle à mes devoirs. Parce que je pense que je mesure très souvent la portée des propos qui sont les miens.
du VG définissait les institutions comme l'institution comme étant un ensemble de règles de droit relatifs au même objet et qui se ramènent à un tout coordonné. C'est ça une institution. Les institutions doivent être au service du peuple, être au service de l'intérêt général. S'il faut parler du respect de la loi et autres, je vais rappeler à Tegem qu'en Afrique du Sud, l'apartheid était validé par les lois. Aux États-Unis, il y avait des lois ségrégationnistes. Et même pendant la colonisation, il y avait le régime de l'indigénat qui faisait des citoyens africains, des citoyens de seconde zone. Donc je n'attends pas de lui qui me rappelle le respect de la loi, parce que je sais très bien que les lois sont des instruments entre les mains des dictatures. Quand on est dans les contextes comme le nôtre, les lois sont des instruments au service de l'ordre gouvernant. Et qu'ils refusent, et dans notre hypothèse, même les mauvaises lois qu'ils se sont données, ils refusent de les appliquer. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un contexte comme le nôtre, où les institutions et les CAM acceptent de jouer le jeu du pouvoir, où les commissions départementales de supervision, où les commissions communales se sont transformées en un lieu de trafic, en haut lieu de falsification des procès-verbaux des élections. Et j'aimerais tous sur un plateau de télévision, on ne veut pas de respecter les institutions. Les institutions doivent d'abord se respecter elles-mêmes. Malheureusement, nos institutions ne tiennent pas le rang qui est le leur. Elles refusent de se respecter. Et Tegem, qui, je sais, a une très bonne connaissance du fonctionnement du monde, semble ne pas comprendre le camouflet diplomatique qu'ils sont en train de subir. Tout ce qui se passe, c'est un camouflet diplomatique. En 2004, avant que la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel ne proclame les résultats, Jacques Chirac avait félicité Paul Biya. Je dis Jacques Chirac, et je me rappelle, nous au SDF, j'étais militant du SDF, on s'en était offusqué. Le SDF s'en était offusqué. Aujourd'hui donc, les gens veulent faire quoi qu'ils refusent de lire l'actualité, de pouvoir se projeter, pour pouvoir comprendre que la situation a évolué quand même de manière désagréable. Donc vous parlez de désaveu de Paul Biya. C'est un désaveu. Mais Maître Tassinda fait comprendre que ça pourrait également être un silence complice. Non, donc dans tous les cas, même si c'est un silence complice, comme il le dit, il y a une constance. Ils ne veulent pas s'associer de manière bruyante à ce qui s'est passé. Je ne suis pas naïf, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Ces gens voient ça dit que veulent avoir des assurances. Et vous l'avez dit, pour voir de quel côté va souffler véritablement le vent, pour pouvoir finalement prendre la position qui est la leur. Et ils ne vont pas prendre cette position-là parce qu'ils aiment trop les Camerounais ou quoi que ce soit, il ne faut pas se tromper. Leurs actions sont dictées par les intérêts de leur population. C'est de cela qu'il est question. Donc, pourquoi est-ce qu'autrefois, les félicitations arrivaient même avant que la déclaration officielle des résultats ne soit faite, et aujourd'hui, on refuse. La France, j'ai suivi la ministre de l'Europe, la ministre ce qu'on appelle ministre des Affaires étrangères, oui, qui s'est exprimée et qui disait comment la France observe de manière préoccupante ce qui se passe au Cameroun. C'était d'ailleurs la première phrase. Bien sûr. Quand la France suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Cameroun. Et puis la deuxième phrase, c'est la France a pris note de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 27 octobre. Et alors, tout cela, ça dit qu'un langage diplomatique a une signification. Même la manière avec laquelle un dirigeant est applaudi en diplomatie a une signification. Je vous rappelle que Ahidjo était reçu par Kennedy au pied de la passerelle. Parce que le Cameroun avait une certaine considération à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va m'envoyer le maire de Washington de recevoir le président de la République du Cameroun s'il arrive aux États-Unis. Donc, en langage diplomatique, nous sommes les États occidentaux qui font généralement la promotion de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme, nous envoient un message subliminal. C'est le désaveu express de M. Biya, qui malheureusement a choisi de sortir par la petite porte. J'ai une question que je me suis posée et que plusieurs personnes me posent également. Le président de la République du Cameroun était cumulativement directeur du cabinet civil et secrétaire général président de la République en 1968. Il y est resté 7 ans. Il était Premier ministre de 1975 à 82. Et il est président depuis 43 ans.
Quel est le pouvoir, quel est le projet politique ou le programme économique qu'on exécute en 50 ans? Ça n'existe nulle part. Quel est l'avantage que le pouvoir peut lui accorder aujourd'hui qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il perdrait si jamais il quittait le pouvoir aujourd'hui? Quel avantage cesserait-il d'avoir? La considération, le pouvoir, l'argent, qu'est-ce qui lui manque? Beaucoup de Camerounais, il faut qu'on se le dise, se posent la question de savoir le crime qu'ils ont commis peut être soumis à de telles tortures. C'est la question que se posent beaucoup de Camerounais. Et moi aussi, je me la pose. Qu'est-ce que nous avons fait au RDPC pour que nous soyons obligés de verser le sang de nos concitoyens à la suite d'une élection? Et les gens font les choses avec grossièreté. On vous dit que dans le Ndian, moi j'ai des amis qui travaillent, qui sont fonctionnaires dans le Ndian, qui ne sont pas allés au travail, qui n'ont pas mis un pied dans le Ndian depuis plus de 4 ans. Mais on vous dit qu'ils ont un taux de participation de 92,17%. C'est grossier. Mais, donc ça veut dire qu'on y est allé voter plus qu'à Douala, où il y a une relative sécurité. On y est allé voter plus qu'à Bafoussam, plus que partout ailleurs au Cameroun. C'est très gros. Mais il faut noter aussi que la population dans le Ndian n'est pas la même que dans la ville de Douala. La population n'est pas la même, mais c'est un rejet, le rejet du RDPC dans la partie anglophone du Cameroun est un fait réel. Il faut savoir une chose, le RDPC a été piégé par le message que les dirigeants de ce ont donné quelques jours avant, en disant que les gens, en disant qu'on lève les villes mortes pour quelques jours pour que les gens aillent voter, et qu'ils aillent voter pour un candidat bien précis. Et c'est ça qui a même réduit à un certain niveau l'amplitude de la fraude qui a été réalisée de ce côté-là. Le RDPC a perdu les élections dans cette région. Je dis bien dans cette région. De l'extrême nord à la Damawa. Ils ont perdu dans le littoral. Ils ont perdu le nord-ouest, le sud-ouest. Les résultats du Conseil constitutionnel disent que le RDPC a perdu l'élection dans 4 régions. Oui, j'ai le droit. Les résultats officiels du Conseil constitutionnel. Oui, non, j'ai le droit de mettre les opinions. Moi, j'ai été membre de la Commission nationale de recensement général des votes en 2018. La Commission nationale de recensement général n'a aucun pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. Elle ne redresse pas les procès-verbaux. Elle ne confronte même pas. J'étais membre de la commission, je représentais le candidat Joshua aussi en 2018. La commission nationale de recensement général de vote n'a qu'un pouvoir arithmétique. Il n'a qu'un pouvoir arithmétique. Aucun pouvoir. Alors donc on me dit que les institutions sont taillées à la main d'un homme, à la mesure des intérêts d'un homme. Et ça nuit considérablement à la démocratie camerounaise. Et d'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel s'est fendu dans des transes jubilatoires qui, aujourd'hui, sont sur l'espace public. Et c'est une humiliation pour notre pays. Un juge doit avoir un minimum de flegme, la neutralité, l'impartialité. Il y a une maxime de common law qui dit « Justice must not only be done, it must be seen to be done ». La justice ne doit pas seulement être rendue, on doit avoir le sentiment qu'elle a été rendue. Et nous, du peuple du changement, nous avons le sentiment que la justice n'a pas été rendue au peuple camerounais par le Conseil constitutionnel. Très bien. Et les cas sont légion. Le 4 août 2025, je me suis retrouvé par devant le Conseil constitutionnel. Je défendais le Manidem et le candidat Maurice Kamto. Je défendais ces personnes-là. J'ai demandé au Conseil constitutionnel de mettre en branle un pouvoir qui est le sien, le pouvoir d'investigation, qu'il avait utilisé par ailleurs en 2018 lors des sénatoriales. Dans un dossier que j'avais plaidé, qu'il avait utilisé. Il avait fait convoquer les témoins. Le Conseil constitutionnel a fait l'impasse dessus. Si vous avez un Conseil constitutionnel qui refuse de jouer le rôle qui est le sien, vous voulez que moi, citoyen, parce que je suis avocat, je vais me refuser à pouvoir opiner sur cette question-là, à pouvoir dire que le Conseil constitutionnel n'a pas joué le rôle qui est le sien, ou bien à constater que le président du Conseil constitutionnel est heureux d'avoir fait gagner un candidat. Et le Cameroun est quand même un des exemples exceptionnels au monde, où vous avez un président du Conseil constitutionnel dont l'épouse est militante d'un parti et même député. Où est-ce qu'on se trouve? Très bien. Maître Georges Teguem, par contre, il y a les félicitations de la Russie. Et là, on parle bien de félicitations. Beaucoup de Camerounais ont du mal à y croire, malgré que la page certifiée de l'ambassade de Russie au Cameroun en a parlé. Comment est-ce que vous expliquez cette crise de confiance, finalement? Madame Ganzo, vous avez entendu tout à l'heure mon confrère Ngona. On a un grave problème chez nous. J'ai dit c'est suffisamment grave. Et j'insiste beaucoup dessus.
c'est que les gens pensent que leurs opinions doivent l'emporter sur la norme juridique. C'est un problème. C'est un véritable problème. Chacun a le droit d'avoir son opinion. J'aime bien son vocabulaire, qu'on ne peut pas en empêcher d'opiner. Ça reste une opinion. C'est l'institution qui nous départage. Et chaque fois, lorsque quelqu'un donne un chiffre, faites bien de rappeler toujours. Et ça, il faut toujours le faire. Dire que nous n'avons pas un chiffre officiel, c'est votre avis. Parce que la République ne peut pas exister si chacun pense qu'il a raison. L'état de droit ne peut pas exister si chacun pense qu'il a raison. Il y a des règles, il y a des principes. Maintenant, si la Russie donne un avis, je l'ai dit tantôt, je ne rentre pas dans les avis du corps diplomatique parce que on a dit que je semble avoir une connaissance. C'est justement parce qu'il fait attention, je ne suis peut-être pas autant outillé que lui. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2011, lors des événements en Côte d'Ivoire, j'ai discuté avec quelqu'un qui connaît très bien, on était au cabinet qui connaît. Et j'avais dit à celui-là, tu as vu comment Ouada a reçu le président Ouattara? J'ai dit oui, j'ai dit que ça là, fais attention, c'est terminé. Parce que le président Ouattara, pendant qu'il y avait la bagarre, il allait rencontrer Ouad. Il lui dit, ce que tu vois là, ce n'est pas Ouad qui le reçoit, il y a quelqu'un derrière. C'est pour vous dire, Mengwana, que faites attention, il y a des gens qui écrivent là. Ils ne peuvent pas écrire sans prendre un avis. En diplomatie, je fais très attention. Parce que je sais qu'on est en Afrique. Et il y a des gens qui veulent pas prendre leur plume et écrire. Donc je fais attention. C'est pourquoi je préfère... Vous parlez pour le cas de la Russie ou bien... Non, je ne suis pas sur la Russie. Je sais qu'il y a des gens là, dans le monde tel qu'il fonctionne. Il ne peut pas prendre la plume, il écrit. Sans le Gabon a écrit, la Guinée-Conakry a écrit, le Tchad a écrit. Il faut faire attention. C'est pourquoi je me tais. Si vous faites des décisions, moi je ne suis pas là. Je fais attention sur le plan diplomatique. Le Gabon également. Donc, moi je dis aux Camerounais, et je m'efforcerai toujours de le dire, c'est ma position. Tout le monde qui me connaît, c'est que Tegem est cohérent. Tegem, c'est les institutions. Moi, je suis avocat. Lorsque quelqu'un rentre dans mon bureau et pose son problème, je lui dis, écoute, je vais voir le magistrat, je vais saisir juste des référés, je vais saisir. Quand il va se dire, je te dis que c'est ce qu'il a dit, on fait appel. Et je ne te dis pas, va au quartier, tu commences à dire que tu es fort au quartier. Non. Je te dis, je saisis le tribunal et le tribunal nous départage. Vous avez le droit de vos avis. L'archevêque de Douala a le droit de son avis. Chacun a le droit de son avis. Mais ça reste son avis. À partir du moment où l'institution est établie, que le code de bonne conduite a été signé par tous les acteurs, il y a l'adage connu de vous, par personne. C'est Vanda. Mais Ngwana, vous ne pouvez pas être, alors que vous connaissez bien les principes de l'exécution de bonne foi des conventions, vous signez un document, et après vous vous asseyez quelque part, vous dites que c'est vous. Bon, depuis qu'il a dit que c'est lui, il a reçu les félicitations de qui? Puisque vous semblez faire comme si c'est les félicitations. Ça fait 3 semaines, puisque c'était le mardi 13 qu'il a dit qu'il a gagné. Il a même produit des PV qu'il a félicité. Si vous vous en tenez à cela. Moi, je préfère ne pas m'en tenir à des considérations comme ça. J'ai dit aux Camerounais, c'est ma posture. Et tout le monde qui me connaît le sait. Si demain, le RDPC perd une élection, le Conseil constitutionnel dit qu'on a perdu, je suis du RDPC, je dirais c'est le Conseil constitutionnel. Comme je l'ai dit à Douala 3e il y a quelques années, comme je vous respecte, vous, Maître Ngwana, parce que vous êtes conseiller municipal à Douala 5e. Et en tant que conseiller municipal, je vous ai souvent appelé monsieur le conseiller municipal, et je vous respecte, vous le savez. Comme je vous respecte, j'ai fait un examen du barreau avec vous, j'ai échoué, vous avez passé, je vous appelais maître. C'est le jury qui a dit que vous avez passé, j'ai échoué. C'est le jury. Il a décidé, j'accepte. C'est comme ça les règles. Ce sont des principes. Et que ça fasse plaisir ou pas, vous devez faire un effort d'inculquer aux citoyens en leur rappelant les règles. Une société ne fonctionne pas sans règles. Moi, j'étais jeune étudiant en France. Un jour, j'arrive dans une agence de voyage et je veux changer ma date de départ parce que j'avais un oral à passer le 5 juillet. Je voulais qu'elle mette au 10. La dame me dit, monsieur, je n'ai pas vu la loi pour vous. Moi, j'ai pris peur. J'ai dit, ce qu'elle dit là, elle a raison. Elle dit, je me renseigne avant de donner mon avis. Et puis je suis sorti. Je suis venu 2 jours après, elle a changé ma date. C'est la loi, elle est dure, vous le savez. Et puis, vous le savez même mieux que moi, dure à l'ex, c'est de l'ex. Vous, même Ngwana, qui est devant moi là, il le sait. Ce monsieur, il est conseiller municipal. On lui a même demandé d'être adjoint au maire, il a refusé. On lui a demandé d'être grand conseiller à la communauté, il a refusé. Il est devant moi, il sait que ce que je dis est vrai. C'est son droit de refuser. Même si je regrette qu'il refuse. J'opine, mais c'est son droit de refuser.
Donc, j'interrogeais la crise de confiance des Camerounais malgré que le message soit sur le site officiel de l'ambassade de Russie au Cameroun. Non, les Camerounais doutent toujours autant de ces félicitations de Moscou. Vous savez, on est dans un pays où on doute de tout. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait des positions jubilatoires du président du Conseil constitutionnel. Moi, il ne sait pas de quoi il parle. Vous voyez que moi aussi je doute de ce qu'il dit. Il parle d'une vidéo qui a abondamment été partagée sur les réseaux sociaux. Il sait que je n'ai pas vu. Vous-même, peut-être, vous imaginez que je n'ai pas vu. Je doute de sa vidéo. Et si c'est une vidéo qui date du jour où il avait de jubilé après sa nomination, vous savez quoi? On est dans un truc. Quand vous doutez, vous dites au juge, Monsieur le Président, il y a une vidéo là, dites-nous. Il dit c'est faux. C'est la décision de justice. Voilà ce qui est autorité. Maintenant, les opinions des uns et des autres, on est dans un état démocratique où les opinions naissent et s'expriment tout à fait librement. Moi, je ne suis pas contre les opinions. Et je n'ai pas l'intention de m'opposer à quelqu'un qui donne un avis sur un sujet. Moi, je regrette que quelques personnes soient manipulées. Et c'est un problème même de notre démocratie, il est là. Pourquoi aujourd'hui, on va peut-être revenir sur le sujet tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui il y a eu des casses, il y a eu tout ça. Quand un préfet interdit manifester, on nous dit non, ils vont marcher les mains nues. Aujourd'hui, chacun dit qu'on va chercher le responsable ailleurs. Ceux qui ont dit marcher, on ne les voit plus. Et on ne voit plus, on accuse plutôt le préfet, on accuse plutôt l'État qui n'a pas empêché les marches, alors que chaque jour on dit faites attention, ça peut déborder. Donc moi je pense qu'il faut savoir raison garder. La Russie donne son avis sur une élection, félicite, c'est son droit. Le RDPC observe ça avec détachement et laisse le soin à son président national, par ailleurs président de la République, qui a le devoir de conduire la diplomatie camerounaise, donner un avis et le RDPC suit. Alors, M. Tassinda, ce message de Moscou peut-il s'apparenter à un soutien diplomatique explicite au président camerounais et qu'est-ce que ça représente sur la balance? Le principe, vous savez, aujourd'hui, le monde s'est bipolarisé. C'est-à-dire que vous avez certains qui se battent contre ceux qui estiment que le droit de la force doit primer. Ce que nous appelons le monde ultralibéral, le monde occidental ultralibéral, le droit de la force. C'est-à-dire que la force confère le droit, la force confère l'influence. Et puis vous avez d'autres qui estiment que la souveraineté des États ne se discute pas. Que le président Biya soit bien élu, mal élu, c'est le problème des Camerounais. Il rentre dans la démarche de M. Tegem. Quel est l'organe au Cameroun qui dit celui qui a gagné l'élection présidentielle? Conseil constitutionnel. Le président Biya, l'organe lui dit, nous félicitons. Donc, ils sont dans ces démarches-là. Et puis, il y a certains qui sont même plus loin et expliquer qu'on prend le pouvoir après la prestation de serment. J'ai comme l'impression qu'il risque d'avoir l'avalanche de félicitations après la prestation de serment. Parce qu'on est dans un cas aujourd'hui où le président Biya a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, mais le pouvoir se prend après la prestation de serment. Donc, il y a d'autres, au vu de l'évolution politique, diplomatique et de la situation du pays, eh bien, attendent. Et quand le président de Biya, solennellement, prêtera serment, eh bien, il s'est revêti alors véritablement du pouvoir et de toute la légitimité, la légalité possible. Et vous aurez les félicitations. Même cette communauté internationale-là, elle félicitera. Parce qu'ils sont dans des situations, si vous regardez tous les gouvernements européens, ils sont dans des situations très compliquées vis-à-vis de leurs opinions publiques. Et les opinions publiques aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, sont pointilleux. Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux en Europe, tout le monde est dans les réseaux sociaux de tout le monde. Mais on dit à M. Macron que, mais M. Macron, c'est vous qui soutenez les dictatures et les vieillards en Afrique. Donc, par rapport à son opinion publique même, il peut prendre une pareille décision alors que véritablement, au téléphone, puisque les présidents se prennent au téléphone, il félicite le président Biya. Le président Biya, c'est 70 ans de vie politique. Rassurez-vous qu'il n'est pas très stressé par... vous dites quoi? Vous avez lu que véritablement, on regarde cette histoire, il n'est pas très stressé par ça. Monsieur Macron, véritablement, est dans une situation, 1, il n'arrive plus à se former un gouvernement. 2, il n'arrive plus à avoir le contrôle même sur la majorité parlementaire. 3, on le pousse lui à la démission. C'est-à-dire qu'on lui explique que si le Cornu 2, c'est-à-dire le gouvernement de le Cornu 2, est amené à démissionner, eh bien, cela soit clair. 4 premiers ministres en un an, vous devez partir. Donc, M. Macron, rien ne vous garantit qu'il va passer l'année, qu'il y aura même une révolution populaire en France et véritablement un printemps à l'image de mai 68. Donc, les non-félicitations ne nous intéressent pas totalement. Mais moi,
j'ai une tendance à être un peu du côté de maître... En fait, la question que je posais, c'est ce que représente finalement la Russie, dans la balance de la Russie qui semble avoir fait cause pour le... Pas grand-chose. La Russie a un besoin d'étendre son influence. La Russie a été très isolée. L'Afrique a aidé la Russie à rompre son isolement. La Russie a 22 trains de sanctions. 22. Le premier jour, la Commission de l'Union européenne prend les 10 premières mesures de sanctions contre la Russie. Le rouble chute de 35% de sa valeur. Ça aurait continué, la Russie serait aujourd'hui totalement en faillite. Le président de la Banque centrale de Russie et le président Poutine vont prendre la décision le même jour que tous ceux qui ont un besoin d'un service de la Russie doivent payer en rouble. C'est là que commence la dédollarisation. Or, la Russie avait des réserves en dollars. C'est dans les banques européennes. On parle pratiquement de 15 milliards de dollars. La Russie avait des réserves en dollars. Et là, vont prendre la décision pour soutenir le rouble et dire qu'à cet instant-ci, nous allons revenir sur les contrats. Tous ceux qui veulent acheter le gaz, le pétrole, l'armement russe, en tout cas des produits russes, qui veulent se doter de quoi que ce soit de la Russie, les produits de l'agroalimentaire de Russie doivent le payer en rouble. Ça a permis au rouble d'être demandé sur ce qu'on peut appeler le marché des valeurs et de retrouver toute sa valeur. Donc la Russie regarde l'Afrique comme un véritable partenaire. Parce qu'à ce moment-là, l'Union européenne va ouvrir même les yeux comme ça au Cameroun. Et souvenez-vous, le président Biya va assumer une relation, c'est-à-dire une coopération militaire renforcée avec la Russie en plein début de l'opération spéciale militaire. Le président Biya va l'assumer, c'est-à-dire et dire que, d'ailleurs il va le dire à M. Macron, puisqu'on va lui poser la question que M. le Président, vous venez de signer une coopération militaire, le président Biya va dire que c'est la phase 2 d'une coopération militaire qui a déjà commencé. Le président Biya va dire c'est la phase 2. Donc la Russie, je peux vous dire que sur le plan diplomatique, ça ne s'oublie pas. À ce moment-là, la Russie avait besoin d'amis. L'Europe, les États-Unis avaient décidé d'asphyxier, d'isoler la Russie. Et beaucoup de pays africains ont rompu cet isolement en maintenant la coopération économique et diplomatique et même militaire avec la Russie. Donc moi, j'étais convaincu que même sans déclaration du Conseil constitutionnel, la Russie allait féliciter. Je vais même plus loin. Le président Biya peut, même dans les jours qui viennent, pour que la Russie l'installe, parce que on est en train de salir sa victoire. C'est-à-dire, il y a des problèmes dans sa victoire. Je préfère dire comme ça. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il aura pas une visite officielle de la Russie, en Russie? Qu'est-ce qui vous dit que Lavrov, le chef de la diplomatie russe, ne va pas arriver au Cameroun? C'est-à-dire, question de lui retourner l'ascenseur. Ce sont les intérêts qui priment la Russie. Pour la Russie, c'est arranger votre processus électoral, dotez-vous d'un organe qui règle les problèmes, ne comptez pas sur nous pour jouer le rôle de juge. Nous et le Cameroun, on a de bonnes relations, nous félicitons le Cameroun et puis nous continuons notre coopération. Au Cameroun, à Douala notamment, Maître Ngouana, un calme précaire est de retour après les violences dans plusieurs villes suite à l'annonce de la réélection du président Paul Biya. Maître Ngouana, quel est le regard que vous portez sur le processus, sur la réélection d'abord du président Paul Biya et même le processus qui a mené à sa reconduction à la tête du Cameroun pour un 8e mandat? Oui, Madame Lila, je m'en voudrais de vous répondre sans revenir sur les leçons que semble vouloir m'asséner Milmet Tegem, qui prétend que les opinions seraient en train de vouloir l'emporter sur la norme juridique. Je voudrais dire à Tegem que les plus grands fossoyeurs de la loi au Cameroun sont malheureusement du côté du RDPC. Et que les PV de Djibombari, qui devaient être en Konsamba dans les délais de 48 heures, sont arrivés 72 heures après. Et la commission départementale de supervision le rappelle dans son procès verbal. C'est un exemple, par exemple, vous dites que les institutions doivent respecter la loi. Dans le cadre de ce dossier, Djibombari, qui est à peine à 1h30, 2 heures de Konsamba, ils ont décidé de rester avec les procédures pour les transformer. Le député SDF du Mungo Sud, l'honorable Benil Djemeni, a fait une sortie dans laquelle il rappelait que le FSNC avait gagné à plus de 70% dans le Mungo Sud. Il avait ses 508 PV. Le maire SDF de Loum a fait une sortie dans laquelle il a rappelé que
le FSS avait gagné également à plus de 70%. Mais les résultats qui ont été transmis à la commission départementale de supervision sont des résultats différents. C'est des résultats différents. Donc quand les gens viennent sur un plateau de télévision voulant me dire qu'on doit respecter les institutions. Toujours est-il que globalement dans la région du littoral... Non, ce n'est pas le problème. Vous pouvez gagner dans la région du littoral, mais si on diminue le score, ça a un impact sur le résultat national. Général, oui. C'est le résultat national. Donc ne faisons pas comme si nous étions naïfs. Et c'est exactement ce qui a été fait. Quand on vous dit qu'on a eu une élection à 92% dans le Ndiang, c'est parce que le trop plein de voix qu'on a perdu dans la partie septentrionale, il fallait trouver le moyen de le rattraper quelque part. C'est ce qui a été fait par le RDP. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, dans le processus électoral, la fraude était un point spécial dans la formation des militants du RDP. C'est bien la fraude. Donc, et j'apprends en game qu'on doit respecter les conventions, qu'il y a un code de bonne conduite. Le code de bonne conduite n'intégrait pas la fraude. Ça n'intégrait pas le non-respect des normes que nous nous sommes fixées. Ça n'intégrait pas la violation des règles du code électoral. Ça n'intégrait pas le fait que Djibo Mari devait transmettre dans les 48 heures ses procès et vous, mais il l'a transmis après 48 heures. Ça, c'est une information officielle. Ça ne vient pas de moi. C'est vérifiable. Alors donc, monsieur Tegem, vous devez donc comprendre que dans un contexte comme celui-là, vous ne pouvez pas être à même de donner le leçons à qui que ce soit. Les règles sont d'abord bafouées par ceux qui incarnent les institutions. J'aimerais pouvoir vous répondre sur l'intégralité du processus. Oui. Le processus a été complètement biaisé. Peut-être que je serai babatif de revenir, mais l'élection a été organisée pour pouvoir maintenir un homme au pouvoir, au-delà de ce que les textes sont taillés à sa mesure. Le premier problème qui s'est posé au Cameroun, c'était déjà la publication de la liste électorale nationale. Ça a été réclamé. Je suis un des premiers avocats à avoir engagé une procédure pour qu'on puisse publier la liste électorale nationale. Et le CAM ne l'a pas fait. Se perdant dans des arguties. Vous dites que ça, c'est une parenthèse, vous dites que ça a été réclamé par tout le monde. Est-ce que les partis politiques, est-ce que vous avez entendu toutes les voix des partis politiques de l'opposition réclamer cette liste électorale nationale? Je veux dire que tous ceux qui étaient intéressés par le processus électoral et qui voulaient surtout une élection apaisée, demandaient, c'est la loi, madame. Je ne sais pas, vous avez la loi là, le code. C'est la loi. Je n'ai pas besoin d'avoir la loi, c'est l'article 80 du code électoral. C'est la loi. Alors, donc, Elekam a refusé la publication de la liste électorale nationale, qui aurait permis, par exemple, que nous puissions nous rendre compte qu'il y a une kyrielle de personnes qui sont décédées, par exemple, on aurait pu faire un toilettage, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Alors, lorsque l'institution en charge de l'élection refuse de jouer le rôle qui est le sien, on veut venir sur un plateau de télévision me donner des leçons, je ne suis pas preneur. Le deuxième coup de force, c'est le 4 août 2000. C'est d'abord Elekam qui rejette la candidature du professeur Maurice Kamto sur des motifs fallacieux. Motifs d'autant plus fallacieux que pendant toute l'année 2025, Elekam a eu un seul interlocuteur en parlant du Manidem. L'interlocuteur en question s'appelait M. Anissé Ekane. Pendant 6 ans, le seul à recevoir les subventions du ministère de l'administration territoriale s'appelait M. Georges Anissé Ekane. Et Elekam, tout d'un coup, décide d'exclure un candidat qui était considéré comme un adversaire sérieux du RDPC. On exclut sur des bases fallacieuses. Nous allons pas devant le Conseil constitutionnel, parce qu'on avait parlé de l'intégralité du processus. Le processus n'intègre pas seulement l'élection. Avant l'élection, c'est le processus électoral. Nous nous retrouvons pas devant le Conseil constitutionnel. Nous rapportons au plus haut point la preuve des tripatouillages qui sont faits par le ministère de l'administration territoriale et par Elekam. Nous interpellons le Conseil constitutionnel, je l'ai dit il y a un instant, à mettre en branle le pouvoir d'investigation qui est le sien. Parce que le Conseil constitutionnel a ce pouvoir-là, d'investiguer, de renvoyer, de convoquer les témoins, de convoquer n'importe quelle administration camerounaise. La situation était on ne peut plus grave pour que le Conseil constitutionnel puisse exercer la plénitude des pouvoirs qui sont les siens. Mais le Conseil constitutionnel a choisi d'adouber la forfaiture. Et on voudrait que parce que je suis à la télévision et parce que je suis avocat,
que je vienne admettre des contre-vérités. Sous le seul prisme de ce que je suis avocat, mais je suis d'abord citoyen. Je suis d'abord camerounais. J'ai la loi chevillée au corps. J'ai demandé que le Conseil constitutionnel c'est-à-dire qu'il applique la loi. Mais le Conseil constitutionnel l'a-t-il fait? Non, il n'a pas fait. Alors, le processus électoral se poursuit. On a réussi à éliminer un candidat, le professeur Maurice Kamto, qui semble-t-il avait la faveur du peuple, pas qui semble, avait la faveur du peuple. Alors, un autre candidat se dégage au cours de l'élection. Le peuple décide de le soutenir. Elections Cameroun, de manière frauduleuse, je le dis, participe à faire élire le candidat du RDPC. Nous avons vu une kyrielle de personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient en train de tripatouiller les procès-verbaux. Est-ce qu'il y a une seule procédure qui a été engagée? Parce qu'on parle des institutions, on parle des lois. Les procureurs de la République ont le pouvoir de mettre en branle la machine judiciaire. Tegem qui est avocat le sait. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a une seule procédure qui a été engagée contre un fraudeur? Et la plupart des fraudeurs étaient des personnes qui étaient employées par Elecam. Et nous, vous voulez que nous arrivions à la télévision parce qu'on dit que nous devons respecter les institutions, admettre qu'une institution décide de galvauder le pouvoir qui est le sien. Je dis que non, je ne mange pas de ce pain-là. Et tous ces tripatouillages-là ont été faits. Toutes les institutions de la République ont refusé de jouer leur rôle. Si on avait arrêté quelques-unes de ces personnes-là, peut-être pour les prochaines élections, les gens auraient eu un autre comportement. On se retrouve devant le Conseil constitutionnel. Malheureusement, la Commission nationale de recensement général des votes, les commissions départementales de supervision avaient déjà fait tout le boulot. Le Conseil constitutionnel ne peut que lire les résultats qui ont été fabriqués. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous expliquer qu'il y a eu des échauffourées ici à Douala, à Bonamoussadi, il y a eu des échauffourées à Tchang, il y a eu des échauffourées à Bafoussam? Parce que les populations s'étaient rendues compte de ce que, avaient été informées de ce que il y avait des irrégularités qui étaient en train de vouloir prendre le corps. Et au cœur des institutions de notre pays. Et aujourd'hui, on veut que nous venions, au nom du respect des institutions, travestir la vérité. Ce qui permettra aux Camerounais de pouvoir parler le même langage, de se regarder les yeux dans les yeux, c'est le respect de la vérité des unes. C'est le respect de la loi. Le respect de la loi que les Tegem et autres ont décidé de travestir. Je le dis, moi je suis dans le processus électoral depuis, ce n'est pas mon premier mandat. Ce n'est pas mon premier mandat en tant que conseiller municipal. Il vous a dit que j'ai refusé en 2013 d'être adjoint, mais en 2020 j'ai refusé parce que je n'en ai pas besoin. J'estime que le Cameroun doit changer pour nous tous. Et quand vous le faites, ils vous disent que vous êtes naïf. Et donc dans le cadre du processus, l'une des organisations architecturales du RDPC, c'est d'abord la fraude électorale. La fraude électorale, le RDPC ne peut pas gagner une élection sans intégrer la composante fraude. Mais il y a des élections également que le RDPC, enfin, peut-être pas tout le processus, mais le RDPC n'a pas toujours gagné. Peut-être pas tout le processus. Le RDPC n'a pas toujours gagné. La preuve, on a des députés de l'opposition. Il faut savoir une chose, on a des députés de l'opposition, il faut savoir une chose, mais c'est au forceps. Je vous prends un exemple. En 2008, on a dû reprendre les élections à Vouri-Est pour que les gens comme Nietzsche aient le premier mandat. Et c'est le président Alexis Dupanyamo qui avait annulé les élections en son temps, et du fait des fraudes qui avaient été perpétrées par le RDPC, qui avaient été perpétrées par le PAD, on a repris à Vouri-Est. Donc pour vous dire que l'opposition, même lorsque l'opposition parvient à avoir des strapontins, c'est au prix de haute lutte. Le député, le président du PCRN, vous a dit qu'à Ezeka, il était obligé de prendre des bidons d'essence pour mettre pour que ces bidons mettent autour des tribunaux. Vous comprenez donc que ce ne sont pas des sinécures. Ce ne sont pas des victoires qui sont obtenues, parce que les institutions ont favorisé le libre exercice du jeu démocratique. C'est parce qu'à un moment donné, les acteurs utilisent des moyens qui sont parfois non conventionnels. Très bien. Maître Tegem, j'appelle à votre sens de l'analyse pour cette question. On est parti de plus de 70% du RDPC
en 2018 à 53%, ce sont les chiffres du Conseil constitutionnel, à 53% en 2025. Quelle est selon vous la cause de ce basculement? Parce que je précise également que c'est la première fois depuis 1992 que les résultats officiels du candidat du RDPC sont aussi bas. Un message très fort. Un message très fort. Un message très fort qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, il faut adresser. Quel est ce message? Il y a une partie du peuple qui, visiblement, est en train de dire que nous avons un problème. Maintenant, lequel, celui qui est le destinataire du message, puisque c'est le candidat, heureusement vainqueur, saura adresser. Et s'il l'adresse, nous allons soutenir. Madame Leila, vous savez, mon confrère Ngona, un monsieur qui a la loi chez Bioko. Je me suis toujours demandé ce qui arrive à ce monsieur. Ngona, il est un bon juriste. Mais quelquefois, je suis très, très étonné. Je comprends aussi que c'est le côté politique qui l'emporte. Qui a validé la candidature de l'ancien ministre de la Communication porte-parole du gouvernement? C'est pas le Conseil constitutionnel. On a attaqué sa candidature, non? C'est un de nos confrères amis qui le défendait. C'est pas le Conseil constitutionnel. Vous venez à la télévision. À tête chercheuse. Voilà, ça a commencé. À tête chercheuse. Je vous ai pas interrompu. Mais je me dois de vous interrompre. Merci. D'accord. Non, vous lui retournez, vous devez de lui retourner la politesse. Allez-y, Maître Tegem. Vous venez à la télévision, vous dites que le procureur n'a pas engagé la procédure. Vous voyez que tellement vous êtes passionné que vous avez oublié son pouvoir d'opportunité. Vous savez qu'il juge l'opportunité des poursuites. Vous voulez répondre? Je vais répondre. Bon, allez-y. Je vais répondre, Tegem. Je vais répondre. Je connais l'article 128 du Code de procédure pénale. J'ai la loi chez Vieux comme j'ai le temps de parole. J'ai la loi chez Vieux comme vous le dites. Le procureur ne peut pas choisir en période électorale que la répression ne se fasse que du côté de l'opposition. Lorsque la loi a été violée, il a un pouvoir d'opportunité de poursuivre. Je connais l'article 128 du Code de procédure pénale, M. Tegem. J'ai la loi chez Vieux comme vous le dites. Mais rappelez-vous, lorsque une infraction est commise dans une période aussi cruciale que celle d'une élection présidentielle, et également même pour l'image de notre pays, il se doit, surtout lorsque les cas sont répétés, d'engager pour la paix sociale, d'engager les procédures. Parce que ce que vous ne dites pas dans votre propos, c'est qu'aujourd'hui les cas sont tributaires de cette absence de réaction des institutions face au dysfonctionnement. Très bien. Maître Tegem avait la parole. Bon, en attendant que mon ami Ngona devienne procureur et qu'il apprécie un pouvoir qui est son pouvoir souverain, vous le savez, hein, vous êtes avocat. Vous savez ce que c'est que l'opportunité. Il choisit. Et vous savez que dans ces fonctions d'opportunité, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il classe un dossier par vertu de ses pouvoirs d'opportunité. C'est un pouvoir que le procureur, à chaque avocat, écoute. Pas à la télévision. Et puis, Ngona, je m'efforce, moi, lorsque je m'exprime, d'être rassuré que j'arrive au palais, je vois les confrères, je les salue. Et personne ne me dit que Tegem, tu t'es trompé. Quand quelqu'un me dit que je me suis trompé, je dis, mais grand frère, j'ai entendu, je vais rectifier. Et puis, Ngona, vous venez sur le plateau de télévision, et c'est toujours vous. Je vous ai déjà dit depuis 10 ans. Ngona, vous avez fait l'école de la République, vous avez fait l'université de la République, vous êtes avocat, vous avez fait l'examen du barreau dans la République. Vous devez tout à la République. On vous demande d'être maire dans la République, vous refusez. Vous venez sur la télévision, vous le dites. Et vous êtes content. C'est un choix. Monsieur, vous devez rendre à la République. J'ai l'impression que vous répondez plus non, à l'autre je réponds à tout. qu'aux questions que je pose. Il est important. Parce qu'il est important également qu'on évolue. Oui, je vous ai répondu sur la question. Vous avez posé une question sur les 53 à 70. Oui. Je vous ai dit que c'était un message très fort. Bien. J'ai répondu en vous disant qu'il y a un problème. Si au RDPC, on dit qu'on ne reconnaît pas ça, c'est qu'il y a un problème. Moi, je suis du RDPC, ça me gêne. Je ne suis pas content qu'on passe de 72 à 53%. C'est un message, ça veut dire que le peuple est en train de nous dire que, écoutez, pendant les 7 dernières années, nous ne sommes pas contents d'un certain nombre de choses. Il y a forcément des choses pour lesquelles le peuple a besoin de nous parler. Et justement, ce que Ngona décrit, ce qu'il décrit, peut participer de cela. Peut-être qu'il faut clarifier. C'est pourquoi je fais un effort de clarifier. Pour dire au peuple que nous faites attention. On vous dit que la liste électorale n'a pas été publiée nationale, la liste de l'article 80. Il faut répondre en leur disant que ce n'est pas à lui de le dire. Et il est avocat encore une fois. Je l'appelle encore. Leila, excusez-moi. J'assiste à un deuil avec un magistrat, on est assis comme ça. Je viens ici, je lui dis que requête au fin du jugement d'hérédité. Je ne produis pas l'acte de décès. Il me déboute. Il me déboute jusqu'à me rencontrer dans le couloir. Il dit, Tegem, comment tu vas? Et je dis, bien grand.
parce qu'il a raison. Je produis la pièce. Il sait. L'acte de décès. Je suis assis avec lui au deuil. Je dis que c'est le deuil de la maman là. Il me regarde et dit oui. Oui, maître. Délibéré. Il sait. Il n'y a pas la pièce. Vous venez dire au conseil électoral de l'ECAM. Quelqu'un est mort. Où est l'acte de décès? Où est l'acte de décès? Il le sait. Je passe sous le contrôle d'un avocat sur le plateau. Mais comment Tu parlais pas sur mon contrôle capitaliste? Très bien. Mais elle est là. Oui. Il y a des choses qu'il faut clarifier. Parce que les gens doivent savoir. Lorsque vous prenez l'article 80, prenez l'article 46, ou je ne sais pas, il y a un article dans le code électoral qui dit qui publie la liste, c'est le directeur général des élections. Lui vous dit, moi, en vertu de mes pouvoirs souverains, édictés par la loi, j'ai publié. Les listes. Il vous dit que les listes là pour lui, l'agrégation. Il vous dit que l'agrégation pour lui, c'est ça, la liste électorale nationale. C'est son pouvoir. Si vous critiquez, que Ben Gwana me dit j'ai critiqué, j'ai saisi le conseil constitutionnel parce qu'il a dit, il ne fait que dire j'ai saisi le conseil constitutionnel, il a fait ceci. Le conseil constitutionnel a rendu la décision, non? Est-ce qu'il y a eu un déni de justice? À partir du moment où le conseil a rendu et ses décisions sont définitives, il vient parler de quoi à la télévision? Très bien. Alors, donc, moi je souhaite, oui, Léla, que l'on clarifie beaucoup de choses, que l'on soit clair, que l'on comprenne que quand il faut servir son pays, Léla, nous tous, nous devons être mobilisables. Le service de la République, parce que nous devons tout à ce pays. Très bien. Il a fait l'école de la République. Il a fait l'université de la République. Il doit rendre à la République ce que la République lui a donné. Quand il est sollicité pour être maire, il doit être mobilisé pour servir son pays. Il a fait 10 ans de conseil municipal. Il critique beaucoup. Peut-être que je lui pose des questions. J'ai fait un plateau ici avec N'Djamène. Je parle du président N'Djamène. Je lui ai dit, vous avez fait le conseil municipal de la première, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a répondu, Tegem, renseigne-toi là-bas. C'est moi qui ai fait que les conseils municipaux bénéficient du traitement, je crois, l'assistance sociale pour les traitements. J'ai dit, ah bon. C'est vrai que sur un plateau, je lui ai dit, tu as travaillé, mais pour toi. Lui, il a fait, il a 10 ans, 12 ans. Demandez-lui. Il va demain le renouveler dans quelques jours, peut-être sur un autre parti politique. Demandez à Mme Gwana qui critique beaucoup, que tu as fait quoi? Très bien. Alors... Donc, quand on parle du service de la République, chacun doit dire, voici mon apport dans le cadre de la construction de mon pays. Moi, ce que je m'efforce de faire, Léla, c'est que je m'efforce lorsque je m'exprime, de rester dans la loi. Je m'efforce de dire aux citoyens, voici comment une république fonctionne. Très bien. Alors, maître Moustapha Ngwana et maître Georges Tegem, moi, ce que je souhaite, je sais que vous avez toujours à vous répondre, entre vous deux, c'est toujours comme ça sur les plateaux, mais désormais, pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble, vous aurez moins d'1 minute pour répondre aux propos de l'autre et ensuite à mes questions. Alors, Bertrand Tassinda, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, c'est d'ailleurs l'expression de maître Ngwana, mais vous êtes un analyste politique et donc vous avez cette capacité d'analyser les situations. On connaît aujourd'hui au Cameroun des violences post-électorales encore plus graves que celles qu'on a vécues en 2018, dû au fait qu'un candidat de l'opposition s'est considérablement démarqué, même si on se réfère aux résultats publiés par le Conseil constitutionnel qui lui donne 35% des suffrages exprimés. Est-ce que, à votre avis, on en aurait été là si la candidature portée par le Manidem d'Anissé Ekane n'avait pas été disqualifiée? J'en sais rien. Oui et non. Oui et non, pourquoi? 1 minute pour déjà expliquer que ce débat auquel on vient d'assister, c'est un débat d'intellectuels. J'ai pratiquement envie de dire que il faut à la limite tout, sauf la réflexion des intellectuels pour régler le problème dans lequel on est. Le pays au bord du précipice. Ils ne peuvent jamais tomber d'accord. Ils sont de brillants avocats. Mais il est très turbulent. Souvent, je ne soutiens pas ses idées politiques. Mais il est constamment devant le Conseil constitutionnel. Je l'ai connu devant Tangana Clément. Il doit être un ami du président Tangana Clément. Parce que à l'étape de la chambre administrative, je venais de rentrer en France. Ils sont très amis. Ils ne sont pas amis. Je venais de rentrer. Je n'ai pas son numéro. Il m'a jamais reçu. Je ne suis pas son ami. Je ne crée pas l'amalgame. Je ne suis pas son ami. Il me connaît comme avocat. Comme avocat. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Comme avocat. Très bien. Il me respecte comme avocat. Je n'ai pas son numéro. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu en dehors du Conseil constitutionnel. Donc il ne faut pas le faire amalgame. Parce que j'ai toujours été passionné de la politique de mon pays et je venais de rentrer début année 2000. Il était déjà à la chambre administrative. C'est que ce jeune avocat est turbulent. Il est turbulent. En 2018, il était là au Conseil constitutionnel. Je l'ai revu cette année. Mais comment vous réglez un problème quand le pays demain, nous allons appeler ici à la paix, mais on n'est pas sûr que demain
tous les Camerounais vont se lever pour aller travailler. J'ai un voice de la sous-préfet de Bandia et pratiquement elle lance un SOS. Et dit, vous m'avez abandonné l'arrondissement. La sous-préfet de Bandia, j'ai un voice, elle se plaint. C'est un jeune ami qui est à Toubourou. Il dit, mon frère, ici c'est grave. Et on a un débat d'intellectuels pour savoir qui a raison, qui a tort. Très bien. Vraiment, dans cette histoire. Deuxième des choses, ce que vous avez dit, ce que vous m'aviez demandé et dit. Oui, vous avez dit oui et non. Oui et non. Si la candidature présentée par le Manidem d'Anissé Ekane n'avait pas été disqualifiée, pensez-vous qu'on aurait assisté à de telles violences comme celles qu'on assiste, comme celles auxquelles on assiste aujourd'hui? Oui, parce que il s'est installé au Cameroun après les élections de 2018. Un fait, moi, qui va me créer un problème. Parce que l'autre question, les 35%, est-ce que c'est foncièrement, fondamentalement l'électorat de Issa Chiroma Bakary? Oui, ça peut être l'électorat de M. Issa Chiroma Bakary. Ça peut être le report. On n'en sait rien. Vous savez qu'au Cameroun, les sondages sont interdits. L'avantage du sondage, c'est que le sondage permet de mieux lire l'actualité politique. Donc vous avez dit oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que le candidat Issa Chiroma, pour les Camerounais, je ne sais pas pourquoi. Moi, je les ai renvoyés dos à dos. C'est-à-dire que j'ai renvoyé le gouvernement et le candidat M. Tchatouma dos à dos. C'est-à-dire qu'il y a un vote qui permet de renvoyer les deux candidats dos à dos et dire que moi, je refuse de trancher parce qu'à la limite, à 50%, vous êtes responsable de la situation actuelle. Moi, c'est le vote que moi j'ai exprimé. Mais le candidat Issa Chiroma pouvait représenter un espoir du fait que les Camerounais acceptaient qu'ils partent du camp dont eux ils estimaient qu'il est responsable de la situation d'un problème. C'est-à-dire que sa démission a été... Je reprécise, oui, on aurait toujours assisté à ces violences. Non, on n'aurait pas eu ces violences. Je reprécise juste bien le oui et non. On peut pas savoir, parce que les violences en partie sont dues au fait que les gens estiment que Elekam n'a pas joué tout à fait son rôle. Ça, il a raison. Il y a des gens qui estiment que le vote a été volé. Il y a des gens qui estiment que effectivement ils ont marre. Et il y a d'autres qui cassent quand tu lui demandes mais pourquoi tu casses. Il pose pas un problème d'ordre électoral ou bien un problème de bataille électorale. Il dit je veux le changement. Comme si le fait de vouloir le changement te donne raison de casser. Donc il y a plusieurs raisons. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une étude et c'est pour ça qu'il faudra effectivement faire une véritable étude, même entre guillemets des casseurs, de la motivation à la casse pour comprendre pourquoi les gens ont cassé. Est-ce que les gens ont cassé parce qu'ils sont frustrés du résultat? Certainement. Il y a certains qui estiment. Est-ce que les gens ont cassé parce qu'ils veulent le changement? D'autres expliquent qu'on veut le changement. Mais quel changement voulez-vous? Est-ce que vous voulez le changement de quelqu'un qui a construit cette république-là et ces problèmes-là pendant 35 ans? Est-ce que pour vous, il incarne le changement? Certains disent oui. D'autres Camerounais disent non. Est-ce que le changement pour vous, c'est de renvoyer dos à dos les deux et dire que bon, vous êtes responsable de la situation, eh bien, on vous renvoie dos à dos, il faut un troisième larron dans cette affaire. Peut-être ça, c'est toujours le changement. Et puis, les maîtres Tegel estiment que le changement peut se faire dans la continuité, c'est-à-dire le président de la République peut prendre acte du score, de son score, d'une baisse de 20 points. Donc ça, c'est la justification du oui, on aurait eu droit à ces violences. Oui, non, pourquoi vous dites également non? Non, on n'aurait pas pu avoir droit à cette violence si l'organe chargé de gérer le processus électoral et l'élection avait été relativement sérieux. Il faut poser un problème. C'est vrai, il faut poser ce problème. En fait, la question que je pose est en rapport avec la disqualification de la candidature portée par le Manidem d'Anissé Ekane. Mais si le professeur Maurice Kamto avait été candidat à cette élection, c'est la question qu'il aurait gagné l'élection. La question que je pose, est-ce qu'on aurait eu droit à ces violences post-électorales de cette ampleur? Parce que je rappelle qu'en 2018, on en a eu. Peut-être pas. Peut-être pas. Voilà. Mais ça induit une autre question de savoir est-ce que le professeur Maurice Kamto a tout fait pour être, comment je vais dire, éligible à cette élection présidentielle? Ça renvoie à ça. On n'aurait certainement pas, parce qu'il faut dire que ces militants, frustrés du fait que leur candidat n'a pas été, comment je vais dire, adoubé pour cette élection, se sont reportés dans ce que je peux appeler le camp de la radicalité. C'est-à-dire que les militants ont été pratiquement radicaux. Et le camp de la radicalité a été de soutenir M. Issa Chiroma, qui défiait en quelque sorte l'ordre établi et qui sortait de l'ordre établi. C'est la question, la question que je vous ai posée. Dans les 35%, est-ce que c'est fondamentalement l'électorat du candidat président du FSNC? En partie, parce que tu as des soutiens du professeur Maurice Kamto. Déjà, le professeur Maurice Kamto, lui, personnellement, a
pas appelé à voter un candidat. Et puis tu as des soutiens du professeur Maurice Kamto, M. Louis-Frid Ekanga, qui renvoyait dos à dos et expliquait que M. Issa Chiroma ne peut pas incarner en quelque sorte. Maître Moustapha Ngwana, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary, passé à l'opposition, a suscité ça, on ne peut pas le nier, un certain engouement auprès de plusieurs Camerounais. Comment est-ce que vous analysez justement, et même les résultats du Conseil constitutionnel le disent, puisque on le précisait également avec vous, maître, c'est la première fois depuis 1992 que les scores du RDPC sont aussi bas. Comment est-ce que vous analysez les suffrages en faveur d'Issa Chiroma Bakary? Qu'est-ce qui a joué en sa faveur? D'accord. Vous avez dit que vous me donnez une minute pour répondre à Tegem. Moins d'une minute, j'ai dit. Moins d'une minute, oui. Je voudrais rappeler pour la bonne gouverne de ceux qui nous écoutent que l'opportunité de poursuite, pour être légitime, ne doit pas donner le sentiment d'être à tête chercheuse. Je vous ai dit tout à l'heure que la justice ne doit pas seulement être rendue, mais on doit avoir le sentiment qu'elle a été rendue. Et on n'a pas le sentiment qu'elle a été rendue lorsque le procureur choisit de ne pas poursuivre des fraudeurs. Alors qu'une élection détermine l'avenir de notre nation, détermine l'avenir du procureur et même de ses enfants. Et la question de la liste électorale nationale n'est pas une question qui est seulement camerounaise. En Côte d'Ivoire, la liste électorale nationale a été publiée. Il s'agit d'une seule liste qui a même permis un toilettage par le truchement des informaticiens. On s'est rendu compte qu'il y avait une querelle de personnes qui avaient plus d'une centaine d'années. On a fait des toilettages qui ont permis d'avoir une liste acceptée par toutes les parties. Au Cameroun, ça n'a pas été le cas. Il faut qu'on puisse le dire pour que chacun sache de quoi il est question. Je voulais également embrayer sur une question que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que le professeur Kamto est un juriste. Et malheureusement, la loi est très souvent un obstacle à un certain type d'action. Vous allez voir que lorsque le professeur Maurice Kamto menait les marches, par exemple, on a rarement vu des casses. On a rarement vu des casses. Les juristes sont... Rarement, mais pas rarement. On a rarement vu les casses. D'accord. Donc parce que je crois que le juriste a la loi chevillée au corps et très souvent avant de poser certains types d'actes, je crois qu'il réfléchit pas deux fois et c'est parfois même un obstacle révolutionnaire. Mais ça dit que la qualité des juristes, c'est parfois, je ne dis pas toujours. Maintenant, on va poser la question. Oui. Comment est-ce que vous analysez les suffrages en faveur d'Issa Chiroma ou votre sanction contre le RDPC? J'analyse, c'est non seulement un vote sanction, mais c'est aussi un vote en faveur de Issa Chiroma. Comment vous analysez l'engouement autour de l'ancien ministre? L'engouement autour d'Issa Chiroma Bakary a été, c'est-à-dire que peut s'expliquer par le fait qu'il a su parler le langage que voulaient écouter les électeurs. Je dois vous dire une chose, c'est que au lendemain, peut-être que ça va être long, au lendemain du 5 août, j'ai reçu plusieurs appels de certains concitoyens qui me demandaient, à la suite d'une vidéo que j'avais faite où je disais que c'était les échauffements, on n'avait encore rien fait, que l'élection pouvait encore se jouer. Plusieurs personnes m'ont demandé comment est-ce que je voyais l'élection. Je dis que je vois deux candidats. Parmi les deux candidats, je voyais Bello Bouba et je voyais Issa Chiroma. Et il faut dire que sur le plan institutionnel et sur le plan sur le plan des statistiques, le candidat qui semblait le plus favorable, c'était Bello Bouba. Oui, parce qu'il avait le poids politique même. Oui, bien sûr. Donc, je poursuis. Bello Bouba, peut-être 592 conseillers municipaux, 7 députés, oui. Il contrôle l'exécutif régional, il contrôle... il a au moins 3-4 mandats dans le gouvernement. Oui, bien sûr. Il était Premier ministre, il a été le patron du président Chiroma. À l'UNDP, il a une plus grosse expérience et on pouvait plus facilement battre campagne avec lui parce que vous pouviez rarement voir les déclarations fracassantes qu'il avait faites. Mais le Camerounais ne connaissait pas sa voix. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on pouvait lui opposer sur le plan vocal. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on laisse, que c'est une affaire politique, ce n'est pas un calcul mathématique, il faut que les choses évoluent. Donc, il y avait deux candidats qui étaient bien partis. Mais seulement, le président Bello a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Déjà, le casting, le directeur de campagne qu'il a choisi, la campagne qui battait avec les voitures de l'administration. Les campagnes qui battaient les voitures de l'administration, on demande au monsieur pourquoi est-ce que ces ministres n'ont pas démissionné. Une des réponses les plus incohérentes que j'ai jamais entendues, il dit
que c'est lui qui est candidat, les autres n'ont pas démissionné, mais dans le même temps, il dit que l'alliance RDPC, UNDP est rompue. Et il tient un discours qui est on ne peut plus doux. Vous comprenez? Et ces militants s'opposent. C'est-à-dire que ces militants s'opposent même au cadre du parti qui bénéficie encore du décret présidentiel. Il ne prend pas de position. Mais de l'autre côté, Issa Chiroma a agi comme un animal politique. Et il faut pouvoir lui reconnaître ce mérite-là. Il a eu une communication agressive. C'est-à-dire que sur le plan de la communication, personne n'a communiqué mieux que lui dans le cadre de cette élection. La première chose. La deuxième chose, il a envoyé un message fort lorsqu'il a fait partie Mme Soga de son parti. Lorsqu'il a limogé la SGA de son parti, c'était un message fort qu'il a envoyé à beaucoup de citoyens camerounais sur sa capacité à prendre des décisions fortes. Et le président Chiroma, le problème de la victoire, de gagner une élection ne se posait pas dans l'esprit des Camerounais. C'est comment revendiquer la victoire. Issa Chiroma est le premier à proposer déjà la transition. Il dit qu'il propose une transition, ce qui arrange même une partie de l'électorat, même du procès Maurice Kamto. Il ne faut pas se voiler la face. À travers la transition, il pense que le champion peut revenir très rapidement. Donc, je me suis un peu emmêlé les pédales. Donc, allez-y. Donc, le procès Maurice, donc ça dit qu'il sait que le procès Maurice Kamto. Vous analysez justement les suffrages en faveur d'Issa Chiroma, ce qui avait joué justement en sa faveur, la mauvaise communication de Bello Bouba Maïgari, vous avez dit. Il a dit quelque chose. Sa communication agressive. Sa communication était offensive. Parce qu'agressive était offensive. Parce qu'il dit qu'il revendiquerait sa victoire au prix du sang. Au prix de son sang. Qu'il est prêt à mourir, en fait, qu'il est prêt à mourir pour revendiquer la victoire du peuple. Ça peut vous sembler n'avoir pas eu un impact, mais je peux vous dire que c'était un message subliminal. Les Camerounais avaient l'impression, lorsqu'on écoutait par exemple un homme comme Bello Bouba, qu'il était timoré. C'était mollesse dans son discours. Et pour un pays dans lequel on se plaint de la gabégie, faire campagne avec les voitures de l'administration, et avoir autour de soi les personnes qui sont accusées d'avoir volé des draps et des serviettes dans un hôtel à Yaoundé, ça pose problème sur le plan éthique. Donc tout ça, et son expérience de communicateur, il faut dire que lui-même en tant qu'individu, il communique plutôt bien. Son bilinguisme, bon, je ne dis pas que l'autre n'est pas bilingue, mais il n'a pas donné l'occasion aux Camerounais de pouvoir apprécier le bilinguisme parce qu'il a vécu au Nigeria longtemps, donc il parle forcément anglais. Donc tout ça, mis ensemble, a fait que le président Chiroma a fini par se démarquer. Et les alliances. Il y a aussi une alliance importante que vous oubliez, c'est que le fait que le président Ekane, qui a adoubé en son temps le président Kamto, soit celui qui adoube Issa Chiroma, a laissé passer le message subliminal qu'il y avait une espèce d'alliance secrète entre le professeur Kamto, je dis que quand je parle avec les citoyens, qu'il y avait cette alliance secrète entre le professeur, entre Anissé Ekane et autres pour pouvoir choisir Issa Chiroma. Même si dans les faits, ce n'est pas la réalité. Même si dans les faits, le professeur Kamto n'a jamais... Bien sûr. Alors, vous savez une chose, en politique, la perception est parfois plus importante que la réalité. La perception est parfois plus importante que la réalité. Maître Tegem, 2 questions. Quelle a été la place des programmes politiques dans cette élection présidentielle? Est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais s'y sont intéressés? Est-ce que ça a pesé dans la balance? Et puis, l'autre question, c'est depuis la proclamation des résultats, ça vous le savez, vous êtes également à Douala, le pays est à feu et à sang. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Et là, au sujet de la première question sur les programmes politiques, moi je pense que... Est-ce que ça a pesé? Notre candidat a suffisamment communiqué sur son programme. Il se souvient de son premier entretien qu'il a accordé à un journal pour expliquer pour le libéralisme communautaire, ce qu'il en faisait, son parchemin. Donc, et il a mis l'accent... Si les Camerounais aussi... Il a mis l'accent sur les jeunes et les femmes. Oui. Je ne demande pas si les candidats ont communiqué sur le programme. Je dis, est-ce que vous avez l'impression que ça a compté pour les Camerounais, les programmes, qui s'y soient attardés? Moi, je pense que c'est pour nous, à LDPC, nous pensons que c'est sur cette base que notre candidat a été élu. Son programme. Son programme.
Nous pensons qu'il a un programme et donc c'est pour les également, jeunes et par ricochet, c'est également sur son programme que Issa Tiroma Bakari a obtenu les suffrages qui ont été exprimés en sa faveur. Moi, je ne connais même pas son programme. Vous connaissez, vous avez demandé la parole tout à l'heure et vous avez dit qu'il a licencié son secrétaire général, il parlait français, anglais. Il n'a pas dit qu'il a. Donc en gros, pour votre candidat, non, en gros, pour le candidat Paul Biya, le programme a compté, mais pour les autres, c'était pas le programme. Non, je ne. Voilà, vous voyez là où vous voulez m'amener, je ne fais pas ça. En fait, la question que je pose, c'est généralement, quelle a été la place des programmes politiques dans cette élection? Est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais ont mis l'accent sur les programmes, s'ils sont attardés, ou alors ils ont voté pour un discours de rupture, on va le dire ainsi? Pour moi, 53,66 ont voté pour un programme. Je parle de ce que je sais. Très bien. Ce que je ne sais pas, c'est les autres. Vous avez de la parole à quelqu'un qui portait une candidature ici. Il vous a dit qu'on a licencié. Il a dit on a licencié Mme Sora. Je ne suis pas. Il fuit déjà. Je ne suis pas militant du FSNC. Je n'ai jamais été militant du FSNC. Il ne faut pas, monsieur, mais non, mettez game, ne dites pas les contre-vérités. Bon, d'accord. On m'a demandé mon analyse. Oui. Pourquoi est-ce que je pense que les gens sont allés vers un candidat? J'ai expliqué les actes que le candidat a posés. Exactement. Et c'est la même analyse. Et c'est la même analyse que. Oui. Et c'est la même analyse que je. Allez-y, mettez game. C'est la même analyse. Voilà, c'est la même analyse que je demande. Quelqu'un. Oui. Pourquoi les gens sont votés? On vote quoi? On vote un programme politique. Vous avez le même dans les programmes ont compté dans cette élection. Pour moi, c'est le programme du candidat du RDPC. Jeune femme. Il a insisté dessus. L'espérance, tout ça. C'est pour cela. L'espérance, ça fait 43 ans. L'espérance, ça fait 43 ans. Maître Tegem. Maître Ngwana. J'ai la parole. Allez-y. Tu as dit qu'on a licencié Mme Soka. Tu as expliqué. Allez-y. Il a été élu parce que l'autre parlait anglais. Allez-y. Nous disons que ce sont des programmes qui nous ont permis d'être élus. Maintenant, elle n'a pas eu de violence post-électorale. Oui, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Nous sommes pour l'apaisement. On n'avait jamais voulu qu'on en arrive là, au RDPC. C'est pourquoi, dans son discours du 31 décembre 2024, il était très clair. Avant, pendant et après, il a voulu toujours que ce soit la paix. Il a dit qu'il a anticipé et il a parlé d'un apaisement avant, pendant et après. Maintenant, Lila, je souhaite dire certaines choses ici. Pour répondre même sur ce que mon confrère disait de manière générale. Lila, vous savez, la loi Badinter en France, elle n'est pas acceptée par toute la société française. Je ne connais pas une loi qui est acceptée par toute une société. Parce que quelquefois, j'entends le code électoral, il faut consensuel. La loi Badinter, la loi IVJ, la loi de Mme Veil, elle est critique en France. Je parle à M. Baïtan Tatinda, je crois qu'elle était aussi en France. Moi, j'étais là-bas étudiant. Lorsque vous rencontrez une famille, vous avez des camarades en fac, quand on est jeunes étudiants, ils vous amènent chez eux, son père vous dit, cette loi a foutu le bordel en France. Excusez l'expression. Il dit, c'est parce que la loi Badinter, il n'y a plus la peine de mort qu'en France, quelqu'un peut se permettre de tuer. Aucune loi. Il faut que Léla, moi j'insiste sur une chose. Excusez-moi. Peut-être que c'est prétentieux. Je pense qu'il faut former les Camerounais et leur dire qu'il n'y aura pas de code parfait. L'ambassadeur actuel des États-Unis, John Lamora, a rencontré le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Il lui a transmis le rapport du département d'État américain sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. À l'issue des discussions, ils ne sont pas tombés d'accord. Il lui a dit à la fin, il n'existe pas de perfection en matière de droits de l'homme. C'est Christopher John Lamora qui dit ça au professeur qu'il connaît, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Le monde est une construction. Une société comme la société camerounaise est une construction. Il faut dire aux Camerounais que ce n'est pas la peine de casser, de brûler. Lorsque l'institution établie, même si vous la contestez, c'est prononcé, il faut accepter, on avance. J'insiste parce que je l'ai dit en commençant. Celui qui aujourd'hui dit qu'il rejette le Conseil constitutionnel, hier il avait dit à un autre en 2018 qu'à partir du moment où c'est le Conseil constitutionnel, tu dois accepter. Et là, les bruits qu'on fait à Douala, il y a des villes au Cameroun, on n'en fait pas. Vous changez le résultat, ça va commencer aussi là-bas. Vous changez le résultat, ça va commencer là-bas parce qu'ils vont vous dire, c'est le Conseil constitutionnel, on a aussi changé, donc on gâte. Très bien. Monsieur donc nous sommes, excusez, oui, allez-y. Je suis sur l'apaisement. Ce qui compte à la minute même où je m'exprime,
c'est l'apaisement. Ce qui compte toujours, c'est le dialogue. Le président Biya a nommé le ministre Chiroma. Je vais en dire 2 mots, parce qu'il faut le dire. Lorsque vous lisez le ministre Marafa Midouya, il lui avait dit tu ne le nommes pas. Il l'a nommé. Lorsque vous lisez le ministre Atangana Mebara, l'être Amadou Ali, que Dieu ait son âme, un grand serviteur de la justice, je le dis haut et fort. Ce monsieur a refait les lois de l'organisation judiciaire, il a fait les lois de fonctionnement à la Cour suprême. Il a pris 1350 magistrats en 3 ans. C'était un grand ministre de la justice, que Dieu ait son âme. L'être Amadou Ali, monsieur le ministre, je vous le dis, monsieur le Premier ministre, vous m'avez apporté votre collaboration pendant les années où je servais au secrétaire général à la présidence de la République. Je dois témoigner ici que même de là où je suis, vous avez fait déposer chez moi le gigot pendant la fête de fin de carême. Venant de vous, certaines choses, ça me gêne. Ça aurait été ici à Chiroma, j'aurais compris. Parce que ça a traversé du désert. On peut le justifier. Ça veut dire que même le ministre Moubarak, qui a été le collaborateur chef de l'État, disait toujours que si Chiroma est un problème. Paul Biya l'a nommé. Dans le gouvernement du 4 janvier 2019, il quittait la communication, il partait. C'est le président de la République qui a dit, je ne vois pas non, mais Chiroma mettait Chiroma. Chiroma aujourd'hui, le ministre Chiroma aujourd'hui, il doit écrire au président Biya, dit, Excellence, nous ne devons pas détruire le Cameroun. C'est le dialogue républicain. Pour lui? Pour le dialogue républicain. Pour servir le Cameroun. J'ai un ami sénégalais, on était jeunes étudiants en France à l'époque, je lui dis, Bira, peut-être il suit l'émission parce que très souvent il me suit. Puisqu'après, s'il fait faire des critiques, il m'appelle. Je dis, mais Bira, qu'est-ce qui s'est passé avec Ouad? Il me dit, Georges, Ouad est allé vers Diouf. Dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Lorsqu'on aime son pays, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il peut dire, Excellence, je vous écris. Il construit le Cameroun, on avance. Très bien. Monsieur Tassinda, il y a eu avant les manifestations beaucoup de discours, beaucoup de réunions, beaucoup de discours sur la paix, de nombreuses réunions avec des leaders communautaires, des leaders religieux. Le but étant bien entendu qu'ils répercutent le message de la paix. Malgré tout ça, aujourd'hui, le climat reste tendu au Cameroun. J'ai envie de vous demander pourquoi ? Pourquoi est-ce que le message de la paix a semblé ne pas passer depuis le dimanche 26 octobre ? Parce qu'on a comme l'impression que ceux vers qui était destiné le message ne font pas confiance à ceux qui viennent, qui relaient les discours de paix. J'ai lu une chronique de M. Bicolor et même de votre confrère, Maître Sira, pour dire que c'est une danse macabre d'hypocrisie, d'appel à la paix. La chronique était très intelligente, mais moi, j'adhère pas. J'ai une tendance à dire, moi, M. Tatinda, même au prix d'un vol d'élection, il ne faut pas détruire l'État. Je suis viscéralement attaché à l'État. Mon père a servi l'État. Mon père a travaillé à un moment où l'État donnait à manger à ses fonctionnaires. Mon père était jeune fonctionnaire au Nord. Je voyais les camions. Il y avait une entreprise dans ce pays qu'on appelait la Midevive. Ma mère déchargeait sur les bordereaux de la Midevive. J'avais 7-8 ans. Donc, j'aime foncièrement l'État. Je suis attaché à l'État. Donc, appeler à la paix. Mais en même temps aussi, il faut regarder l'État droit dans les yeux. Depuis 2018, prenons seulement cette date. On va vivre la défiance à l'autorité. C'est quoi l'autorité? C'est quoi la tolérance administrative? L'État va s'installer dans la tolérance administrative et ça va produire 2 effets. Ça va affaiblir l'État à imposer la loi. Et ça va développer la défiance au respect de la loi. Et nous, on peut comprendre le contexte, que le contexte est difficile, l'État doit accompagner, il faut... Mais je vous donne un exemple. Ici, à un moment donné, il y a des gens, effectivement, avec des chasubles, ils écrivaient dessus communauté urbaine, ils vous stoppaient, ils vous demandaient votre carte d'identité, votre permis, votre carte grise, votre contrôle technique. En violation totale de la règle. Il n'y a que la police nationale, à cette époque où il le faisait, d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai des juristes qui vont me dire si la loi a évolué, il n'y a que la police nationale qui peut vous demander, monsieur, présentez-vous votre pièce d'identité, votre permis, votre. Et on le voyait. Et on le voyait. Tout le monde va défier l'autorité. Moi, je vais même plus loin pour aller à cette élection-là. Tous les partis étaient en crise. C'est-à-dire qu'il y avait le non-respect de la loi, de la constitution des partis, que certains appellent les statuts. Il y avait une crise au sein du SDF, il y avait une crise au sein du MRC, même si le MRC y allait, entre ce qu'on appelait les durs et les non-durs. Il y avait même une crise dans le parti de M. Tegem, parce que la base militante expliquait qu'il faut aller au Congrès.
Et je peux vous dire que dans le Vouri, j'ai mes amis qui sont dans les sections, les sous-sections. Une bonne partie de la base militante du RDPC a voté pour le candidat Tiroba. Moi, j'habite à Akwa. Je vote à l'école, au lycée technique de Akwa. Mais c'est souvent dans ce qu'on peut appeler ce centre de vote que moi, j'arrive à quantifier l'ampleur de la victoire du RDPC. Parce que c'est un fief indéboulonnable du RDPC, le lycée technique d'Akwa. Je suis sorti de là, je suis allé au lycée d'Akwa, à l'école publique d'Akwa. Mais c'était terrible. J'ai pratiquement les 40, 45, 60 photos des tableaux de décompte des bureaux de vote. Je ne sais pas si le président Biya gagne dans ces tableaux. C'était la défaite. C'est là où je me suis dit, cette élection risque véritablement, si elle n'est pas bien contrôlée, de nous causer un certain nombre de problèmes. Parce que même son parti était en crise entre ceux qui voulaient aller au Congrès et ceux qui ne voulaient pas aller au Congrès. Pourquoi? Parce que les gens estimaient que son parti ne se régénère pas. Quel est ce parti où il y a des inamovibles au bureau politique, des inamovibles au comité central? C'est leur problème. Donc, c'est-à-dire, on est allé dans le non-respect de la loi, et puis on est allé vouloir avoir une élection véritablement transparente où on a dit à Elekam que tu es le seul qui doit pouvoir respecter la loi. Deuxième des choses, comment on va à une élection présidentielle où le PV n'est pas sécurisé? Avant, c'est l'administration, c'est la préfectorale qui organisait les élections. Et on estimait que la préfectorale ne sécurise pas le PV. On va évoluer vers un observatoire. On va dire, bon voilà, toi tu es observatoire, la préfectorale organise l'élection, tu observes. Et tu fais des rapports pour qu'il y ait des modifications et que ça aide le juge qui va véritablement rendre la décision si toi, qui es observateur, qui es le témoin clé de l'affaire. Mais ça ne va pas arranger les choses. On va donc aller dans l'esprit et à l'être à dire qu'il faut une structure indépendante qui va sécuriser le PV. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Le maire de Loum dit j'ai les 115 PV de Loum. Entre ce que moi j'ai ici, je peux additionner, et les résultats de la commission départementale, il y a un problème. Mais c'est un problème. Qui insécurise le PV? Vous pouvez avoir un PV sorti du lycée technique d'Akwa. Madame Leïla, 25% de suffrage, ou 300, ou 150. Et on arrive à la commission départementale, vous vous retrouvez à 2% de suffrage. Mais qui a insécurisé le PV? Qu'est-ce qui a fait muter le PV? Au profit de qui le PV a muté? Qui fait pression? Qui mute? Et les comités toujours indépendants. Ce sont des problèmes, sachant que cette élection était une élection qui passionnait les Camerounais. Pourquoi? Parce qu'au cours de ce septennat, le président nous a émis l'idée de prendre sa retraite. Il reçoit le président Macron, on lui pose une question, il dit les Camerounais sauront, soit si je prends ma retraite, soit si je vais au village. Pour la première fois devant les Camerounais, le président émet l'idée de dire que je peux ne pas me présenter. Et le président ne peut pas savoir, ne peut pas savoir comment cette déclaration-là a, comment je vais dire, passionné les Camerounais à cette élection et dire que s'il veut aller en retraite, eh bien, libre à lui. Mais s'il ne veut pas aller en retraite, une partie de l'électorat dit envoyons le président à l'électorat. Donc on est allé à une élection où défiance à la loi, refus de l'autorité, violation de la loi, personne entre guillemets n'était sérieux. Et on voulait justement avoir l'élection la plus transparente. Résultat des courses, ça a gêné. Oui, même cette vidéo-là, c'est un grand magistrat. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que le magistrat, le président du Conseil constitutionnel est magistrat depuis 1969. Je ne sais pas si j'étais... 68. Personne au Cameroun n'a son CV dans ce qu'on peut appeler la pratique du droit dans la magistrature. Il a occupé toutes les fonctions. Juge, substitut de procureur, vice-président de cour d'appel, président de cour d'appel, procureur général, conseiller général à la Cour suprême. Si tu veux, peut-être dans 8 minutes. Il y a au Conseil constitutionnel un monsieur là qu'on appelle Sanda Omarou. Il y a dans le Conseil constitutionnel un monsieur extrêmement brillant. Un très grand magistrat. Extrêmement brillant. Sanda Omarou. J'ai dit le magistrat Sanda Omarou. Renseignez-vous. Ce monsieur était magistrat, là nommé secrétaire de l'Assemblée nationale, adjoint. Ensuite, on envoie ambassadeur au Tchad. J'étais jeune, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur. C'est un monsieur. Et le Conseil constitutionnel là, excuse-moi d'interrompre. Le Conseil constitutionnel là, c'est qui est là-bas dedans? Monsieur Minko. Monsieur Minko Haché Adolphe. Je parle sur le contrat Ngwana, moi je ne l'ai pas eu, il ne m'a pas formé. C'est Ngwana qui me dit, Minko se mettait debout. C'est Ngwana qui me dit. Les papes du droit. Il donne 25 locutions latines quand ils sont à l'université de Douala. C'est lui qui me dit. Moi je ne sais pas. C'est pourquoi lui il connaît locution latine. Moi j'ai dit, même le président du Conseil constitutionnel dit que Ngwana, tu connais la locution latine, donne-moi aussi. C'est lui qui m'a dit. Dans le Conseil constitutionnel là, c'est qui a là-dedans?
Il y a un monsieur là-bas dedans qu'on appelle Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de compétence? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas insulter les gens brillants comme ça. Monsieur Fouman, que Dieu ait son âme, il était président du tribunal arbitral de la francophonie. Avant d'être président du tribunal arbitral de la francophonie, ce monsieur a battu tous les records du collège Vogue. Non, la question que je pose, ceux qui refutent, les gens brillants comme ça, ceux qui refutent, non, je veux dire ceux qui refutent les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils non, ils disent que c'est une institution qui ne vaut rien. Non, est-ce qu'ils doutent de l'intelligence? Est-ce qu'ils doutent de l'intelligence? Ils remettent en cause justement, il faut leur dire que ceux est-ce qu'ils remettent en cause leur intelligence? Oui, mais ils disent tous les jours que c'est une institution. Lui, là, par exemple, dit qu'il leur a demandé, de mener des enquêtes, ils ont refusé. Il leur a demandé. Ce sont des gens qui ont la compétence pour savoir ce qu'ils doivent faire. Monsieur Tassinda, vous terminez. Je termine rapidement en expliquant qu'en plus, le Conseil constitutionnel, en fait, ne lit qu'un rapport de la Commission générale de recensement de vote. Très bien. Donc, comme il a dit, on n'est pas encore au stade des solutions. Pourquoi, par exemple, on n'installe pas une commission communale dans le cadre d'une élection présidentielle pour que, M. Ngwana, au sorti d'un centre de vote là, une commission communale s'installe là rapidement et puisse donner les grandes tendances. Parce que si on avait donné les grandes tendances, est-ce que peut-être la mutation des PV, parce qu'effectivement, il faut être honnête de dire que les PV ont muté. Donc, Elekam n'a pas pu suffisamment sécuriser les PV. Maître Ngwana, dans l'un de ses derniers messages, Issa Tiroma Bakari dit avoir été mis en lieu sûr grâce à l'armée loyaliste. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de conflit armé au Cameroun? Est-ce qu'il faut craindre l'escalade? Mais madame, vous me posez une question en m'empêchant de pouvoir répondre à ces messieurs-là. Non, allez-y, j'ai dit en une minute. Allez-y. Allez-y rapidement, Maître Ngwana. Tenez en compte qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut que je vous dise une chose. Le problème du Cameroun, ce n'est pas la compétence des individus. C'est d'abord une question d'intégrité. Il faut que je le dise, on ne développe pas un pays avec forcément les premiers de la classe. On développe un pays avec les patriotes. Ce sont les patriotes qui développent un pays. Ils utilisent les gens intelligents pour mettre en ligne de mire la vision qui est la leur. Et bien ici, Tegem le sait, il était éternel premier de la classe. Il était même major, je crois, à l'ENAM. Il était ministre à une trentaine d'années. Mais c'est le pire ministre de domaine de l'histoire du Cameroun. J'ai dit que c'est le pire ministre. Et je ne dis pas, c'est pas moi qui le dis. Le 17 février 2022, le président de la Cour suprême, lors de son discours de rentrée solennelle, dit que le même ministre annule un titre foncier 3 fois, il le réhabilite 3 fois. Ce n'est pas une question d'intelligence. Je ne peux pas prétendre que le procès Mkwaché ou bien le magistrat Oumar Sanda n'est pas compétent pour pouvoir poser les actes de sa fonction. Le problème qui se pose aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, c'est la question de son intégrité, à vouloir servir, à vouloir jouer le rôle qui est le sien. Il ne s'agit pas de la non-maîtrise de la loi. Vous voyez, quand je viens plaider devant le président du Conseil constitutionnel demandant de faire des investigations, le même président qui a fait des investigations par le passé, il refuse de faire. Vous croyez que c'est parce qu'il ne sait pas qui peut le faire? C'est une question d'intégrité, M. Tegem. Je est loin de moi l'idée de pouvoir prétendre que ces gens-là sont intellectuellement défaillants. Le problème de ces gens, c'est là, ça dit que se pose quant à leur capacité, à leur aptitude, à leur volonté à pouvoir servir l'intérêt général. Et le problème qui se pose, il faut qu'on le dise. Et on dit qu'il n'y a pas eu de programme. Je suis au regret de dire que le RDPC n'avait pas de programme. Le RDPC n'avait pas de programme. Le RDPC a écrit un livre en 1987 qu'on appelle pour les réunions communautaires. 87. On ne peut pas me dire que 38 ans après, on est en train d'implémenter un programme politique qu'on n'a pas eu le temps d'implémenter, Il faut que les gens arrêtent avec la sorcellerie. Dans cette élection-ci, malheureusement, nous avons ce que les politiques s'appellent les leaders charismatiques. C'est le charisme des individus qui a porté l'élection. Ce sont les leaders charismatiques. Et j'ai vu les jeunes qui ont même fait des vidéos. Que bon, comme tu avais le programme, est-ce qu'on n'a pas exclu? Quel avait le programme? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Les gens ne se sont pas intéressés au programme. Les gens se sont intéressés à la capacité des gens à pouvoir gagner l'élection. C'était ça le problème. Et j'ai donné quelques indices. C'est pas que j'ignore qu'il faut le programme politique. Vous voulez me dire que pour un programme, en 2018, il n'a fait aucune promesse au Camerounais. Aujourd'hui, on vous dit qu'il a dit qu'il va bénir les jeunes, il va bénir les femmes et que c'est un programme politique. Vous qui êtes assis la journaliste, vous me dites que le programme politique de pour cette élection, c'était les leaders charismatiques.
Très bien. Et après, on dit qu'il ne fallait pas s'attendre à la violence. Il fallait s'attendre à la violence. Ces gens savaient qu'il y allait En fait, vous répondez à toutes les questions que j'ai posées aux autres. Oui, non, je suis obligé de répond pas à sa question. Non, mais je suis obligé de répondre. Il faut qu'on y aille Tu n'as rapidement. pas répondu à ta question. Oui, je vais répondre à la question Tegem. On se retrouve à une élection où les préfets demandent aux gens de jeûner. J'ai dit que les préfets prennent les communiqués pour demander aux gens de jeûner. Ou les communiqués se promènent avec des haut-parleurs pour appeler à la paix. Pourquoi ils appellent à la paix? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont installé les conditions de les conditions de la non-paix, les conditions du désordre, les conditions du chaos. Si les préfets jouent le rôle qui est le leur, quand vous dites que les représentants de l'administration au sein des commissions, qui les désignent, ce sont les préfets, les préfets sous-préfets qui les désignent. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas joué le rôle qui est le leur? Aujourd'hui, le désordre, la déflagration, qui nous pend au nez, est tributaire du mensonge institutionnel, de la fraude institutionnelle. C'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, quand mon confrère vous dit de bas les hypocrites, je dis que contrairement à vous, M. Tatinda, je vous dis que c'est effectivement un bas les hypocrites. Aujourd'hui, les gens appellent à la paix à eux et à Dia. Si on veut appeler à la paix, respectons les institutions, respectons les règles que nous sommes fixées. Le problème, c'est que les gens ne respectent pas les règles que nous sommes fixées. Très bien. Alors, donc, ça décrédibilise les institutions et ça fait que nous pouvons nous mettre aujourd'hui à la télévision en disant que non, telle institution devait jouer tel rôle. Elle n'a pas joué le rôle en question. Donc, comment désamorcer justement cette dangereuse... Dans deux questions. D'abord, est-ce qu'il faut craindre l'escalade? Comment désamorcer... Deux questions. Comment est-ce qu'il faut craindre l'escalade? Est-ce qu'il y a un risque de conflit armé? Et puis la deuxième, comment désamorcer cette dangereuse crise post-électorale? Vous savez, moi je suis Camerounais. Et je suis profondément attaché au Cameroun. J'ai eu plusieurs fois les occasions de m'expatrier et tous ceux qui me l'ont proposé, ils savent, on s'est gâtés, comme on dit de manière triviale, nous sommes gâtés. Moi je crois que tout le monde ne doit pas s'exiler au Canada. Nous devons pouvoir construire ce pays. Nous devons pouvoir tout faire pour que ce pays reste debout. Pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui viennent après nous. Est-ce qu'il y a risque d'escalade? Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a risque d'escalade. Aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Il y a un problème de légitimité qui se pose. Moi, j'ai fait une sciences politique, la légitimité, assentiment général du peuple au système de valeurs mis en place par les gouvernants. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est juste une parenthèse, Maître Tegem, est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Ngwana lorsqu'il dit que ces contestations remettent en cause finalement la légitimité de cette autre victoire du candidat Paul Biya? Comment je vais être d'accord avec quelqu'un qui s'attaque aux institutions? Très bien. Je ne m'attaque pas aux institutions. Ce que je dis aujourd'hui, il y a un problème de légitimité. Quand on parlait d'escalade, vous voyez que j'ai vu par exemple les images qui venaient de Bafang et autres. C'est des villes qui sont complètement arrêtées. La vie est complètement arrêtée. Chez moi, à Bouddha, on a brûlé le marché. Il y a des parties. Le marché est brûlé. Il y a des parties du Cameroun qui accordent plus d'importance au discours du président Chiroma qu'à celui qui vient des institutions. Aujourd'hui, on veut contraindre, on dit que les gens sont obligés d'ouvrir les boutiques alors qu'il y a la liberté il y a une loi qui prévoit la liberté du commerce et de l'industrie. On ne peut pas contraindre un commerçant à ouvrir sa boutique. Vous comprenez? Pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Il peut y avoir escalade. Je ne le souhaite pas qu'il y ait escalade. Il ne faut pas que je laisse croire que je souhaite qu'il y ait escalade. Mais l'escalade, nous pas on est. Et il faut qu'elle puisse être désamorcée. Comment? En rétablissant la vérité des unes. La première condition, c'est en rétablissant la vérité des unes. J'ai également lu comme vous le discours du président Chiroma. Ce n'est pas moi je ne suis pas son conseiller en communication. Je ne suis pas son conseiller en communication. Je fais partie des avocats qui assistent, je fais partie du collectif d'avocats qui gravitent autour de sa personne, mais je n'ai pas de contact direct avec lui, je ne suis pas son contact, je ne suis pas son conseiller en communication. Donc, et maintenant, j'ai lu, comme vous tous, s'il y a un risque de conflit armé, vraiment, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas Madame Soleil. Je suis Camerounais. Je souhaite que les choses puissent se dérouler au mieux des intérêts de mon pays. Mais là, maintenant, me demander s'il y aura la guerre, c'est un peu comme si j'aurais un contact avec les militaires qui l'auraient, selon ses dits,
mis en lieu sûr. Très bien. Mais toujours est-il que ce que j'ai su, ce que je sais, c'est que j'ai appris qu'il y a un gendarme ici, c'était M. Mbadji Moussi, qui aurait libéré quelques... J'aurais préféré qu'on ne cite pas de nom. Ouais, d'accord. Qui est un gendarme qui aurait libéré quelques manifestants. On l'a affecté à Oum. J'ai également lu qu'il y a un capitaine de la... On l'a relevé de ses fonctions. On l'a relevé de ses fonctions. J'ai également lu qu'il y a un capitaine de la militaire, je ne cite pas le nom comme il m'a dit, qui aurait fait un commentaire qui était favorable au président Chiroma et que le dit militaire a été interpellé par la sécurité militaire. Ce sont des mauvais signes. Ce sont des mauvais signes. Ça explique ou bien ça peut induire qu'il n'y a pas toute la sérénité qu'il y a souvent eu dans nos forces de défense et de sécurité, qui ne sont, ça veut dire qu'il y a quelques éléments peut-être isolés qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe là. Parce que je dois vous rappeler une chose. Rapidement. La première personne de l'expérience que moi j'ai des élections a été au courant des résultats s'appelle Bagangele. Je dis que la première personne a été au courant des résultats d'une élection comme s'appelle Bagangele. Parce que avant qu'on remplisse le PV, les policiers qui sont postés, ils prennent les résultats de tous les bureaux de vote. C'est-à-dire à peine on a terminé pour les bureaux de vote et on centralise ça au niveau des commissariats et au niveau régional et tout ça là. Donc ils sont au courant des résultats. Et je peux vous dire que tout le monde n'est pas content des tripaturages qui ont été faits. Maître Tegem, une question à 3 volets ou bien 3 questions. D'abord, la première, on a vu des Camerounais dans plusieurs régions, plusieurs villes, descendre dans la rue. C'est la question que Maître Ngwana vous posait, descendre dans la rue. Ce qui amène à interroger finalement la légitimité de la victoire du président élu, le président Paul Biya. Sur quoi est-ce qu'elle repose? Est-ce qu'elle n'est pas fragilisée par quand une partie des citoyens la conteste? La deuxième question, est-ce qu'une enquête sur le décompte des voix aurait pu clore finalement le différend? Parce que Maître Ngwana justement en a parlé lorsqu'il s'agissait des sénatoriales, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'une enquête sur le décompte des voix aurait pu clore ce différend? Et puis la troisième, comment désamorcer aujourd'hui cette crise post-électorale? Il n'y a pas de façon de désamorcer. Je commence par la fin. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un dialogue républicain. Il faut un dialogue républicain. Il n'y a pas de façon de régler le problème. Le dialogue républicain suppose qu'on continue à dire aux gens que, quel que soit ce qu'il y a, on doit respecter le Conseil constitutionnel parce que demain, notre se plaindra. Il faut rester dessus et on avance. Il faut former les citoyens à accepter le verdict des urnes. Maintenant, sur les comportements de certains cadres de l'armée, comme disait tantôt mon confrère et ami Ngwana, moi je pense que l'armée camerounaise, pour l'essentiel, est une armée républicaine. C'est une armée de métier formée pour défendre les institutions. Bien maintenant, il n'exclut pas qu'il peut y avoir quelques comportements isolés qui échappent à cette réalité. Ce sont des comportements fort heureusement isolés. La preuve, c'est qu'il est s'il fallait citer tous ceux qui défendent la République, ils sont beaucoup plus nombreux. Et comme la loi du nombre doit toujours l'emporter, nous comptons sur le nombre pour continuer à protéger les institutions de la République. Je sais pas est-ce qu'une enquête aurait pu sur le décompte des voix, aurait pu régler le problème. Vous revenez aurait pu clore Non, excusez-moi. Vous savez, le processus électoral au Cameroun est un processus inclusif. Si il a dit tout à l'heure le maire de Loumedi Bombari, tout ça, c'est parce qu'ils sont là. C'est inclusif. Ça empêche qu'on fraude. Allez-y, Maître Tegem. Ça empêche qu'on fraude. Maître Ngwana, allez-y, Maître Tegem. On y va rapidement. Je vais vous dire en 2 phrases. Oui. C'est trop facile de dire qu'on a fraudé. J'ai vu sur une chaîne concurrente, on a montré la représentante de l'ancien ministre de la Communication porte-parole, Abba Fossa, Madame Aïssa épouse Sinji. Il avait fait un message pour dire qu'elle était séquestrée. On a montré au journal de 20h, la dame dit je ne suis pas séquestrée. On voyait bien les trémolos dans sa voix. On voyait bien qu'elle était, elle était encerclée par le pouvoir, par votre pouvoir. Allez-y, Maître Tegem. Elle était bien séquestrée. Bon, Monsieur Wansi Abafan. Oui. Monsieur Wansi Abafan sort et trouve une foule qui l'attend dehors. Interrogé toujours sur cette chaîne de télévision. Ce sont les faits. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, on a trop duré parce que le président était très occupé. Il avait beaucoup de travail, c'est pourquoi ça a duré. Du coup, il y a une rumeur qui a couru dehors et la foule est venue. Vraiment, ça s'est très bien passé. Très bien. Donc, maintenant, sur la légitimité de la victoire du président Paul Biya. Les faits de Mme Aïssa Tou. Alors que le président Timna, que vous connaissez, est sorti, il a même dit aux jeunes gars que, monsieur, donnez-nous nos PV, on pas lire. Après, il a demandé au gendarme d'interpeller, il a encore bloqué le gendarme.
C'est assez vu à la télévision. Ce sont maintenant, les sur la légitimité de la victoire du président Paul Biya, sur quoi est-ce qu'elle repose? Est-ce qu'elle n'est pas fragilisée quand une partie des Camerounais la conteste aujourd'hui? Madame Leila, je vous ai dit que la loi Badinter est contestée. Je vous ai dit que la loi Veil, IVG, est contestée, une loi de 114. Le Parlement européen, je parle sur son compte, en Panthéon. La loi de 114, le Parlement européen, moi j'ai suivi Chirac. Il a dit c'est bavard, irresponsable. Pour le Parlement européen. Donc comme ça passe en France, ça passe au Cameroun. Non, ce que je veux dire, c'est que après, quand ça a été passé, ça s'est validé. Et il a respecté le Parlement européen. Je prends le dernier exemple pour que vous compreniez bien. Oui. L'archevêque de Lyon, lorsqu'on vote la loi sur le mariage pour tous. Rapidement. Il dit le mariage est l'union entre un homme et une femme. Lorsque le Parlement de la République se prend pour Dieu le pays, il perd la tête. Madame Nadia Barrow-Belkacem, porte-parole du gouvernement. La laïcité fut d'un combat centenaire est attaquée. La République est en danger. Nos institutions sont menacées. La République ne va pas céder. Le gouvernement ne laissera pas faire. Parce que le Parlement de la République s'est exprimé, la majorité s'est exprimée. Nous devons respecter la laïcité qui est un principe républicain datant de 1205. C'est la Grande Charte. Donc, il faut au Cameroun établir des principes comme ça. Très bien. Et dire aux citoyens, allons-y. Je vous dis encore une fois, celui qui aujourd'hui dit non au Conseil constitutionnel, en 2018, il disait oui au Conseil constitutionnel. Je suis du RDP, c'est peut-être demain, il dirait non. Or, il faudra me dire, ce n'est pas non, c'est oui. Sur la même question, comment désamorcer cette crise post-électorale? Que pensez-vous de l'idée d'une médiation nationale afin justement d'éviter une escalade? Première des choses, respecter la décision du Conseil constitutionnel. Deuxième des choses, aller à une véritable réforme institutionnelle. Je crois même qu'il faut une réforme constitutionnelle. Notre constitution là a des germes des problèmes. Troisième des choses, nommer un gouvernement, pas d'union nationale, j'aime pas le gouvernement d'union nationale, de technocrates sérieux. Je vous ai dit qu'il y a des têtes dans le gouvernement, excusez-moi, personne ne veut plus les voir. Et enfin, revoir si on peut restructurer les camps. Parce qu'à la fin du cycle électoral en 2018, les camps a même fait des recommandations et dit que ce code électoral, je prends un exemple simple. Le code électoral, on parle par exemple d'attestation d'une attestation, je crois, de non-endettement, un truc de ce genre. Aujourd'hui, on parle d'ACF et d'une déclaration d'IRPP. Donc, rien que pour ça, pour ce terme-là, il faut modifier le code électoral. Notre code électoral est mis sur pied, en fait, celui-là, en 2011-2012. Il n'y avait pas la pénétration, la puissance des réseaux sociaux. Il n'y avait pas... Le contexte a terriblement changé. Il est vieillot, il est relativement... Tout le monde voit une forme d'aménagement et voit dans quelle mesure, comment sécuriser le PV. Moi, je propose un PV numérique 2.0. Je peux expliquer comment on le fait. Un ami m'a expliqué comment on fait. Un informaticien me dit, monsieur Tata, ça va coûter 10 milliards. Et ce PV-là, infalsifiable de personne. Ça fait qu'on sortit d'une commission locale pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire en dessous de la commission départementale pour l'élection présidentielle, il faut une commission locale, un peu comme dans le cas des élections municipales et législatives, parce que ça atténue la fraude. Vous allez voir ici, quand il y aura élection législative dans la 5e, les gens vont travailler de 22h, Madame Leila, à midi le lendemain sans bouger. Il sera compliqué de voler une voix et de modifier un procès verbal ici à Douala 5e et partout. Or, les 72 heures où vous donnez le temps, les 48 heures de Dimbobari en Konsamba, eh bien, malheureusement, le PV qui devait être sécurisé par Elecam ne semble ne pas avoir les moyens institutionnels, juridiques de sécuriser véritablement le PV. Donc, utilisons aussi l'électronique pour mettre sur pied un PV numérique sorti du bureau de vote infalsifiable qui peut aider au bout de 3 jours. Et puis cette histoire de 14 jours, qui peut attendre 14 jours pour avoir les résultats honnêtement, sans que vous ayez les autodéclarations, les autoproclamations. Donc au bout maximum de 4 jours, eh bien, on peut pouvoir déclarer le vainqueur à l'élection présidentielle. Merci Monsieur Tassinda d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous, Maître Georges Tegem, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci Maître Moustapha Ngwana. Je rappelle que nous étions censés être avec Monsieur Parfait Patient Dom, qui est un soutien, on va le dire, d'Issatiro Mabakari, puisqu'il fait partie de l'Union pour le changement 2025, qui était derrière la candidature du candidat du FSNC. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30. Demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. Merci également à la réalisation, notamment à Adonis Yamen. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bon dimanche à tous.